Voilà, donc bienvenue à ce deuxième cours d'histoire économique. Le premier avec le son, l'image, tout en place, c'est formidable. En fait, on avait terminé la semaine dernière, on avait terminé en constatant que... alors, on avait défini en fait un minimum de subsistance qui correspondait à ce qui permet à un être humain de se maintenir en vie, n'est-ce pas ? Et de reproduire sa force de travail, comme dirait Marx. Et ce minimum de subsistance, on a considéré que c'était à peu près ce qui correspondait à $1 par jour, $ 1990, donc l'unité dans laquelle Madison compte les PIB par tête. Pardon ? Ah oui, mais là, je ne vois pas ce que je peux faire. Ah, le micro n'est pas allumé. Mais vous avez raison. Il est beaucoup mieux maintenant ? Oui, merci. Il est beaucoup mieux avec des contacts quand même. Est-ce que les gens en ligne m'entendent ? Les gens en ligne dites oui. Ils sont quand même pas très participatifs. Hein. Ils mettent pas beaucoup du leur. Bon, on va quand même faire avec. Ouais, donc. Alors même pour refaire l'épisode précédent en 2 minutes. Bon, on est parti de l'idée que quand on dit histoire économique sans autre précision, je vois que vous êtes bien entouré, Monsieur Suprême. Quand on dit histoire économique sans autre précision, si on ne veut pas partir dans une infinité de détails qui ne tiendraient pas en 26 heures, ce qui est le format du cours, on va se concentrer sur ce qui est quand même le centre de l'histoire économique, c'est-à-dire le moment où, on va dire ça rapidement, mais la croissance à la fois démographique et économique accélère très rapidement. En essayant d'abord de caractériser ce démarrage ou cette accélération, et puis ensuite en essayant d'expliquer les causes. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce démarrage ou cette accélération, ça se produit dans un premier temps en Europe, et c'est la source de ce qu'on appelle la grande divergence, c'est-à-dire le fait qu'en particulier le niveau de PIB par tête progresse beaucoup plus vite en Europe et dans les dragons européens, c'est-à-dire en fait les pays où les Européens se sont installés en grand nombre, donc en particulier les colonies britanniques que sont les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et donc en Europe de l'Ouest et dans les dragons européens, alors en fait à partir du milieu du XIVe siècle, mais surtout à partir du milieu du XVIIIe siècle, le PIB par tête augmente rapidement, ce qui cause une divergence entre le niveau de PIB par tête dans les autres pays du monde, enfin dans les autres régions du monde, et dans ces régions-là. C'est-à-dire qu'en fait, alors qu'en an 1000, à peu près tout le monde est au niveau de subsistance, c'est-à-dire $1 1991 par tête, ce qui fait un PIB par tête supérieur d'environ 10%, parce qu'il y a des inégalités, c'est-à-dire que la moyenne des travailleurs est au niveau de survie, mais il y a des élites qui touchent plus et qui consomment plus, bien sûr. Et on avait un peu explicité ce que c'était, comment on pouvait vivre avec $1 par jour. C'était d'ailleurs pas très excitant, il n'y a pas eu beaucoup de volontaires pour se soumettre à ce régime. Bon, c'est-à-dire en fait c'est un régime de subsistance où on a juste de quoi manger et de s'habiller, et encore s'habiller un minimum. Bon, et puis ce qu'on avait commencé à regarder, c'était que en fait le niveau de vie des travailleurs, évidemment regardez, c'est chez les travailleurs que c'est intéressant, c'est pas que je ne m'intéresse pas aux évêques et aux rois et aux hérésiarques en général, mais c'est simplement que quand on fait l'histoire économique, c'est pas juste pour décrire la vie de monseigneur je sais pas quoi, évêque de Cantorbéry au XIVe siècle, mais c'est pour parler des conditions de vie des êtres humains dans leur généralité. Et donc ce qu'on voit, c'est que ce niveau de subsistance, en fait, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on dépasse, enfin, en particulier en Europe, dès la fin du Moyen-Âge, où on dépasse nettement ce niveau de subsistance. Et donc quand on voit le niveau de vie des travailleurs urbains, par exemple à Florence, par exemple à Londres, Amsterdam et Vienne, on est nettement au-dessus de ce ratio de subsistance, c'est-à-dire qu'on est au ratio de subsistance en 1325 par exemple à Florence et à Londres, mais 50 années plus tard, Londres est pratiquement à 2 et Florence est pratiquement à 2 fois et demi le niveau de subsistance, hein, comme on le voit là sur les 2 courbes, et puis au milieu du XVe siècle, si on prend Londres, Florence, Amsterdam ou Venise, alors Florence est un peu retombée, mais Londres, Amsterdam ou Vienne, pardon, sont à presque 3 fois et demi ce niveau de subsistance. C'est-à-dire qu'il y a donc déjà eu, dès la fin du XIVe siècle, une accélération de la croissance qui est localisée à des centres urbains. Bon, alors ça c'est une première chose. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'après cette croissance qu'il y a après le XIVe siècle, ça retombe très fort à Florence, hein, qui est la courbe du bas,
puisqu'on voit même qu'à Florence, on passe en dessous du niveau de vie à partir du XVIIIe siècle, ce qui signifie concrètement que les gens ont du mal à survivre en Toscane. C'est pour ça qu'il y a eu une émigration italienne très importante, en particulier à destination des Amériques. Mais on voit que la baisse, elle n'est pas seulement à Florence, elle est aussi à Vienne, même si en jaune, ça ne se voit pas très fort. Elle est même à Londres et à Amsterdam. Et donc, avant que ça remonte fortement à Londres, tandis que ça continue à baisser à Vienne, à Florence, et puis il y a une bosse à Amsterdam et ça redescend après. Donc en fait, il faut quand même expliquer cette dynamique qui est intéressante parce que donc il faut la rapprocher de la dynamique qu'explique Madison, sauf qu'il faut faire attention sur le fait que là on parle des populations urbaines. Or, Madison il fait des PIB par tête dans des ensembles géographiques qui correspondent aux frontières des pays actuels, et les frontières des pays actuels, c'est des pays qui sont à 80% ruraux, à cette époque-là, entre 80 et 90%. Donc le fait que à Florence, en 1425, les ouvriers urbains gagnent 3 fois le minimum de subsistance, ça ne veut pas dire que c'est 3 fois le minimum de subsistance pour tout le monde dans le Grand-Duché de Toscane. Ça veut dire que c'est le cas à Florence et qu'à la campagne, ça peut être quand même un peu en dessous, voire franchement en dessous. Bon. Mais sinon, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il y a eu une première croissance dans les villes au XIVe siècle, et puis ça retombe, et puis ça remonte. Bon, alors pourquoi ça retombe et pourquoi est-ce que ça remonte? Bon, en fait, il y a deux mouvements. Il y a un premier mouvement qui va expliquer il y a une première série de causes, je devrais dire, qui va expliquer des mouvements locaux. Alors en particulier, ça c'est très bien expliqué chez Madison, c'est-à-dire que, en fait, alors, ça se voit qu'à moitié là-dessus, ça se voit un peu pour Florence, beaucoup pour beaucoup pour Amsterdam. Bon, ça se verrait encore mieux si on avait Venise et le Portugal. Pourquoi? Enfin, Venise et donc Lisbonne en particulier, ou Porto. Pourquoi? De quoi est-ce que je veux parler? Je veux parler en fait du déclin commercial. Ce qui fait la richesse d'Amsterdam, c'est un peu moins vrai de Florence, mais c'est pas complètement faux, mais ce qui fait la richesse d'Amsterdam après avoir fait la richesse de Venise et celle du Portugal, c'est la prééminence sur des routes commerciales sur lesquelles il y a de forts profits à faire. Bon, en particulier, c'est le commerce avec le Levant. Le Levant, c'est d'abord, du temps des Vénitiens, ce qu'on appelle le Levant, c'est Al-Sham, c'est le Liban, la Syrie, etc., et éventuellement l'Égypte, qui sont en fait l'endroit où arrivent les routes du commerce de l'océan Indien. Donc c'est là où il y a les épices, et les épices, comme vous le savez, le poivre vaut plus que l'or au poivre, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une très forte marge à faire sur les épices. Et donc de fait, c'est une des raisons de la richesse de Venise, c'est que Venise maîtrise le commerce avec les marchands arabes, et que ça permet à Venise d'obtenir une plus-value importante, et en fait, dans l'échange, de gagner sur ses voisins européens. Seulement, en fait, pour Venise, le problème, c'est que les termes de l'échange se dégradent. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire les termes de l'échange? Parce que c'est ça, cette première série de causes, ça va être une série de dégradations successives de termes de l'échange. J'entends par terme de l'échange le rapport entre le prix de vente de ce que vous exportez et le prix d'achat de ce que vous importez. Par exemple, imaginez un pays qui, l'année N, vendrait à un autre pays des chars d'assaut et en échange achèterait du riz. On pourrait dire que les termes d'échange lui sont assez favorables, parce qu'en général, dans un char d'assaut, l'heure de travail est mieux valorisée que dans un bol de riz. Bon, si 50 ans après, ce qui se passe, c'est que le pays qui vendait des chars d'assaut exporte du blé, et qu'en échange, il achète des ordinateurs au lieu d'acheter du riz, il est très probable que pour le pays qui autrefois vendait des chars d'assaut et maintenant vend du blé, les termes de l'échange se soient dégradés par rapport au pays qui autrefois vendait du riz et maintenant vend des ordinateurs. Ce qui pourrait illustrer l'évolution du commerce entre la Russie et la Chine, par exemple. D'accord ? Bon. Et donc pourquoi pour Venise les termes de l'échange se dégradent? Parce que, en fait, le commerce vénitien au XVIe siècle, jusqu'au XVIe siècle, ça consiste, jusqu'au tout début du XVIe siècle, ça consiste en gros à acheter les marchandises que les marchands arabes mettent à disposition des marchands vénitiens, donc essentiellement à Alexandrie, et à revendre ça aux Européens qui n'ont pas d'autre accès à quoi? Au poivre, mais aux autres épices qui servent dans la pharmacie,
les Occidentaux ont un accès difficile à la soie, etc. Enfin bref, à tout ce qui est le commerce de l'Extrême-Orient. Et donc, de fait, les Vénitiens ont des termes de l'échange qui leur sont favorables, surtout avec les Occidentaux, avec le reste des Européens, parce qu'ils sont en situation de monopole sur certains produits. Et puis, ces misérables Portugais n'ont pas d'autre idée que d'aller faire ce qu'on appelle la circumnavigation de l'Afrique. Donc, vous savez, c'est Ferdinand de Magellan qui a l'idée qu'en longeant la côte de l'Afrique, on va pouvoir retrouver l'océan Indien. Enfin, ce qu'on ne connaît pas, mais ce qu'on suppose être l'océan Indien, c'est-à-dire en fait la zone où il n'y a que des marchands arabes, puisqu'on ne sait pas comment y aller. Et en fait, dans sa première expédition, Magellan, il ramène autant de poivre et d'épices, avec seulement 3 bateaux, que les Vénitiens en ramènent dans toute une année de commerce avec Alexandrie. Donc là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le monopole des Vénitiens sur le commerce des épices et des denrées rares et chères qui viennent de Chine, c'est mort. Eux, il leur fallait toute une année de commerce. Alors pourquoi toute une année de commerce? Parce qu'ils employaient des navires qui étaient relativement petits, sur des routes dans lesquelles il y a plein de pirates, donc il fallait qu'ils équipent il fallait qu'ils encadrent leur navire de commerce avec des galères de combat. Donc les expéditions étaient extrêmement coûteuses à cause des pirates. Je vous rappelle qu'il y a des pirates en Méditerranée jusqu'au milieu du XIXe siècle, mais que c'est vraiment une infection, c'est vraiment dangereux pour tout le monde, pratiquement jusqu'aux guerres napoléoniennes. Bon, donc de fait, les coûts supportés par les Vénitiens sont très élevés, alors que les Portugais ils passent à un endroit où évidemment il n'y a personne, puisque personne n'a eu la folle idée d'aller longer la côte de l'Afrique pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et donc les Portugais se retrouvent à pouvoir vendre du poivre en très grande quantité et beaucoup moins cher. Alors les Vénitiens ne sont pas ruinés du jour au lendemain, mais ce qui était très profitable pour eux, les souverains beaucoup moins. Et de fait, comme les termes de l'échange se dégradent pour eux, ça veut dire qu'ils peuvent en fait extraire de leurs clients beaucoup moins de valeur, et de fait, le pays de partait va baisser. Alors, Florence n'est pas une puissance commerciale dans le même sens que Venise, parce que les galères florentines, ça n'existe pas. Enfin, le débouché de Florence sur la mer, c'est l'Arnaud, c'est pas navigué, c'est à peine navigable, c'est nul. Voilà. Après, Florence, c'est un port qui est niveau, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais Florence est quand même relativement une puissance commerciale, parce que ce que vend Florence, c'est des articles de luxe, des laines de haute qualité qui sont teintes très bien. Oui, les Italiens vendent déjà des fringues, mais surtout ils vendent déjà des fringues de haut gamme. Bon, le fil d'or, la peinture, enfin tout un tas de produits d'artisanat de très haut gamme. Et donc le problème, c'est que autant en Florence ils sont au top au XIVe siècle, autant au XVe, au XVIe, ils sont concurrencés par les Flamands, l'actuelle Belgique et l'actuel Pays-Bas, la région de Montpellier, enfin bon, d'autres régions où on produit de la laine de très bonne qualité, où on sait l'atteindre, etc. Et où du coup, en fait, Florence qui bénéficiait non pas d'un monopole, mais d'une qualité exceptionnelle, les prix auxquels ils peuvent vendre, ça diminue parce qu'il y a de la concurrence, et donc ils gagnent moins d'argent, et donc le pays de part baisse. Et alors en fait, donc, il y a un premier cycle comme ça de baisse relative et successive des différents pays. Alors, on voit Florence est le premier pays touché. Après Florence, en fait, ça va être les Portugais qui n'apparaissent pas là-dessus, mais justement, après Florence et Venise, les Portugais eux-mêmes vont être battus en fait, par les Néerlandais. Parce que alors que les Portugais, ils vont aux Indes, ce qu'on appelle les Indes, vous savez, c'est quand même très large, puisque je vous rappelle quand même que Christophe Colomb, quand il arrive aux Amériques, il appelle les gens les Indiens, alors qu'ils sont Indiens, comme moi je suis archevêque, c'est-à-dire, bon, avec un peu d'imagination peut-être, mais... donc les Indes, c'est... on appelle Indes occidentales tout ce qui est à l'ouest des Açores, c'est-à-dire toutes les deux Amériques. Et puis dans les Indes dites orientales, il y a le pays qu'on appelle les Indes maintenant, mais à peu près tous les archipels, puisque ce qu'on appelle l'Indonésie, d'accord, c'est une espèce d'Inde. Donc en gros, est Inde à peu près partout où c'est pas chez nous, quoi. Mais donc j'entends les Moluques, les Philippines, etc. Tout ça, c'est confondu sous une espèce de vocable général que c'est le commerce des Indes. Et donc les Portugais, ils font le commerce des Indes de manière artisanale. C'est-à-dire qu'il y a des armateurs qui arment des vaisseaux. C'est-à-dire qu'ils mettent des marchandises dessus et puis des marins et des soldats, et puis c'est parti pour l'expédition, et puis on essaie de revenir vivant. Oui, parce que Magellan, quand même, dans son premier voyage, il a ramené plus d'épices que les Vénitiens en un an, mais il a ramené quand même moins d'équipage, parce qu'il est revenu avec moins de la moitié des gars qui étaient partis. C'est quand même pas exactement un métier de tout repos. Il faut dire qu'on mange très mal sur les bateaux, les produits frais, c'est pas exactement ça, d'accord ? Donc on a des petits problèmes de santé, parce que comme vous le savez, quand on ne mange pas de vitamines, la carence en vitamine C, c'est pas très bon, ça s'appelle le scorbut. Ça fait qu'on a les dents qui tombent et puis le palais qui se fissure. Et puis après, on a des infections dégueulasses parce qu'on n'a plus de système immunitaire.
Du coup, on est obligé de manger les rats pour essayer d'avoir des vitamines. C'est pas très cool. Alors, je parle pas, évidemment, des malheureux noirs qui sont en plus, eux, enfermés à la cale, qui en est dans je sais pas où, parce que là, ils n'ont rien à manger du tout. Enfin, bon, on va dire que tout ça, c'est pas des conditions de travail très enviables, et si les syndicats de Paris étaient au courant, je pense qu'il y aurait des marges. Bon, néanmoins, en fait, les Portugais vont aux Indes de manière un peu désordonnée, alors que les Néerlandais décident, eux, de faire ça de manière extrêmement organisée. C'est-à-dire qu'ils créent une entreprise, Verenigde Oost-Indische Compagnie, la fameuse VOC, qui est en fait chargée d'organiser le commerce des Indes, mais cette entreprise, c'est pas tout à fait une entreprise au sens... c'est une entreprise au sens moderne, parce que c'est une société par action, cotée en bourse, mais si vous voulez, c'est pas exactement les méthodes commerciales des entreprises modernes. D'abord, c'est pas on a un site web, des petites PP en tenue corporate pour faire de la pub à la télé. Non, c'est d'abord des navires de combat et des gros bras. Parce que le commerce, ça veut d'abord dire taper plus fort que les pirates et les concurrents. Donc le premier truc de la VOC, et la première raison pour laquelle ils vont gagner contre les Portugais, c'est qu'ils vont d'abord leur taper dessus. Bon, alors du coup, évidemment, quand on a cette forme d'organisation, il vaut mieux être plus gros que les autres, et les Portugais qui travaillent de manière artisanale, face au rouleau compresseur industriel des Dutch, ils ne font pas très long feu. Et donc c'est les Néerlandais qui récupèrent le commerce des Indes, qui est le commerce le plus lucratif, puisque c'est le commerce de tout ce qu'on n'a pas en Europe. Comme ils sont en situation de monopole, pendant tout le XVIIe, il y a beaucoup de pognon là-dessus. Et comme vous le voyez, le XVIIe, c'est quand même la période où à Amsterdam, ça remonte. Alors question, mais pourquoi ça avait baissé? Ça avait baissé parce qu'avant la création de la VOC, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Pays-Bas, ils étaient espagnols. Et en fait, les Néerlandais, ils ne s'entendaient pas très bien avec les Espagnols, parce que les Néerlandais, ils étaient protestants, et les Espagnols, ils disaient qu'il n'y avait qu'une seule vraie religion, c'était le catholicisme. Donc si c'est pas catholique, quick, d'accord? Donc ils avaient d'abord foutu les Juifs dehors, et puis après ils s'étaient dit, bon, les Néerlandais, enfin les Flamands n'ont pas l'air de vouloir comprendre, on va aller leur expliquer que la vraie foi, c'est le catholicisme. Et donc, quick aussi. Donc les Flamands sont révoltés, ils ont fait la guerre pendant 80 ans. C'était une guerre absolument épouvantable parce que les méthodes répressives des Espagnols, les soldats espagnols de l'époque étaient, on peut dire, pas terribles. C'est ça qui fait que quand même, il y a un peu un creux dans la deuxième moitié du XVIe siècle. C'est-à-dire que de fait, quand les villes sont assiégées, une fois qu'elles sont prises par l'armée, on fusille absolument tout ce qui s'est mis récolté et de sexe masculin. Bon, tout ça, ça a quand même un certain impact sur la productivité. Après ce XVIe siècle un peu difficile, les Néerlandais devenus indépendants, je dis bien les Néerlandais, c'est-à-dire ce qui correspond aux Pays-Bas actuels. La Belgique, vous savez, reste sous administration espagnole, et ce jusqu'en 1831. Bon, pourquoi? Parce que les Belges étant catholiques, eux, ils ne se révoltent pas contre les Espagnols. Donc les Néerlandais, eux, ils font leur VOC, et puis ils font leurs affaires avec les Indes orientales. D'ailleurs, vous savez, l'Indonésie reste une colonie néerlandaise jusqu'au milieu du siècle dernier. Bon. Au passage, vous irez peut-être vous demander pourquoi les Pays-Bas, catholiques et protestants, étaient espagnols, et la réponse est que, comme vous le savez, Charles Quint, le type qui a été roi d'Espagne, sous le nom de Charles Quint, donc en fait, il a été Charles Ier d'Espagne, il était Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique. En fait, le type qui a été roi d'Espagne, donc Carlos V, il était d'abord empereur du Saint-Empire romain germanique. Et donc à ce titre, à titre personnel, il régnait, en fait, il avait hérité de sa mère des terres qui étaient justement les Pays-Bas espagnols. C'est pour ça qu'il se retrouve à la tête de ces Pays-Bas espagnols, et c'est pour ça qu'il a visiblement quelques difficultés à les administrer pour des raisons religieuses. Bon, ce qui a des conséquences économiques, puisque guerre civile égale répression égale problèmes économiques, indépendance de la partie nord des Pays-Bas protestantes, ça fait que du coup, les Néerlandais peuvent se concentrer sur leurs affaires économiques, et les Néerlandais aiment bien ça, les affaires économiques. En particulier, ils fabriquent cette Verenigde Oost-Indische Compagnie qui leur permet de faire du commerce avec les Indes. Commerce avec les Indes qui est extrêmement lucratif parce que pour le coup, ils ont des méthodes militaires qui leur permettent de s'assurer le monopole du commerce, des matières, en gros des marchandises qui rapportent de l'argent. Pendant ce temps-là, il y a tout un autre commerce profitable qui est le commerce avec les Antilles. Mais ça, c'est plutôt les Français et les Anglais, comme le tabac, le sucre. Ça, on en reparlera. Alors, en fait, les Néerlandais vont aussi perdre, en partie parce que les Néerlandais ont quelques petits problèmes avec Napoléon Bonaparte, qui a quand même été à peu près aussi sympa avec eux que les Espagnols. Mais, de fait, techniquement, ils vont perdre la bataille du
commerce extérieur contre les Anglais. Parce que les Anglais, quand les Anglais vont vraiment mettre le pied en Inde, là, ils vont être encore plus forts que la VOC, et du coup, la VOC va être dissoute en 1802, en 1799, pardon. Et donc, c'est de même que les Pays-Bas avaient effacé le Portugal, ce qu'on voit, c'est que les Pays-Bas commencent à décliner. C'est Amsterdam qui décline en fait au long du XVIIIe. C'est lié en partie justement à cette perte de l'avantage commercial qu'ils avaient acquis avec les Indes pendant le XVIIe siècle. Donc, en fait, dans ces fluctuations, et en particulier en ce qui concerne Florence et en ce qui concerne Amsterdam, on voit là, il y a un côté dégradation des termes de l'échange, c'est-à-dire qu'une partie de la richesse des classes moyennes urbaines, même des classes laborieuses urbaines, était due à un succès du commerce extérieur qui permettait d'augmenter nettement le PIB, si on peut dire, des villes commerçantes. Bon. Et donc, si vous voulez, les villes commerçantes, elles ne durent pas éternellement. Alors, si Venise est toujours là, mais Venise, c'est plus de puissance commerciale. Et donc ça fait qu'on a des cycles de PIB qui montent et qui descendent. Bon, mais peut-être qu'il n'y a pas seulement des cycles de PIB qui montent et qui descendent, et peut-être qu'il pourrait y avoir une explication plus générale, et en fait, l'explication plus générale, c'est devenu l'objet d'une controverse historique qui dure depuis presque 70 ans, parce qu'en 1954, Eric Hobsbawm, qui est quand même le grand maître de l'histoire économique marxiste anglaise, a écrit un article dont le titre « The Crisis of the 17th Century » indique qu'il y a donc plus que des causes locales, il y a une crise du XVIIe siècle, et peut-être que ce serait la crise du XVIIe siècle qui expliquerait pourquoi ça baisse partout au cours du XVIIe siècle. Enfin, partout, sauf peut-être à Delhi, d'accord, mais en tout cas, on a l'impression que ça baisse dans à peu près tous les pays qu'on voit. Bon, alors, comment est-ce qu'on explique la crise du XVIIe siècle ? C'est là que ça devient intéressant. C'est quand même un sujet sur lequel on marche sur des œufs, parce que les explications générales, c'est extrêmement séduisant quand on les dit comme ça, mais après, si on veut les vérifier dans les faits, c'est-à-dire concrètement avec une étude sérielle et un petit peu d'économétrie ou de statistique, c'est quand même beaucoup plus difficile. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on peut parler de crise du XVIIe ? Le récit que j'en fais maintenant, c'est celui de Jeffrey Parker, d'accord ? Jeffrey Parker, alors c'est pas un historien marxiste, mais c'est le grand historien américain du XVIIe, qui a l'origine du théoricien de la révolution militaire, mais maintenant il est complètement obsédé par les histoires de climat. Et donc, d'ailleurs, son dernier bouquin là, est sur le site, sur l'EPI. Bon. Donc, si on regarde comment ça se passe le XVIIe en Europe, ce qu'on voit, c'est d'abord qu'il y a une conflictualité importante. Il y a à la fois une conflictualité externe, c'est-à-dire des États entre eux, dont le champ de bataille principal, c'est le territoire de l'actuelle Allemagne, où se déroule en grande partie ce qu'on appelle la guerre de 30 ans, qui dure de 1618 à 1648. Donc, qu'est-ce que c'est la guerre de 30 ans ? En fait, c'est un peu le résultat de la décomposition du Saint-Empire romain germanique. Sous l'effet de la réforme religieuse, ce qu'était le Saint-Empire romain entre dans des troubles. La résolution, pour éviter que ce soit la guerre civile partout, la résolution qu'on trouve, c'est la fameuse histoire de cuius regio et ius religio, c'est-à-dire qu'en gros, chaque État, c'est souvent des micro-États, parce que vous savez, en gros, chaque noble est quasiment un prince, et donc il y a une centaine d'États sur le territoire du Saint-Empire romain germanique. Cuius regio et ius religio, ça veut dire en gros chaque entité géographique a sa religion propre. Ce qui veut dire qu'il y a une ville qui est catholique, à côté il y a une ville qui est protestante luthérienne, à côté il y a une ville qui est protestante calviniste, ainsi de suite. Donc de fait, ça morcelle. Et il se trouve que là-dessus, les Espagnols vont vite remettre la main en mettant tous les catholiques ensemble pour taper sur les protestants. Le roi de Suède se fait le protecteur des calvinistes, n'est-ce pas ? Et puis évidemment les Suisses s'en mêlent, et puis évidemment les Russes s'en mêlent, et puis évidemment tout le monde s'en mêle, donc c'est le champ de bataille de l'Europe, ça fait 30 ans, donc du compte il y a 8 millions de morts. Bon, 8 millions de morts, ça fait du monde quand même, quand on y pense. Et puis c'est pas très bon pour le PIB, parce qu'il faut comprendre que c'est une époque où les armées n'ont pas de chaîne logistique. Quand les armées se battent, l'été, naturellement, à partir du printemps, parce que l'hiver, il fait trop froid pour se foutre sur la gueule dehors. Donc on ne va pas s'amuser à construire des bâtiments pour les taper dessus dedans. Non, parce qu'en fait, les armées, elles ne construisent pas, elles détruisent. C'est surtout leur rôle. Mais comme elles n'ont pas de chaîne logistique, ça veut dire que concrètement, quand les soldats sont en campagne, ils vont se nourrir chez l'habitant, ils vont se loger chez l'habitant. Donc ça a véritablement un impact sur l'activité économique, non seulement parce qu'on casse tout, mais en plus parce qu'on vient vous manger vos provisions. Donc quand c'est les soldats qui vous mangent vos provisions, vous n'avez plus rien à manger, vous mourrez de faim, et après, évidemment, ça marche moins bien. Donc ça, c'est une première chose.
Comme si ça ne suffisait pas, on a aussi, en plus de la conflictualité interne, avec soit des guerres d'indépendance, on a parlé de la guerre d'indépendance des Pays-Bas, on pourrait aussi parler en fait de la guerre d'indépendance du Portugal, puisque Philippe II, le fils de Charles Quint, a annexé le Portugal, mais les Portugais, ils ne sont pas très contents d'être espagnols, donc à la fin du règne de Philippe II, ils s'agitent un peu quand même. Et tout ça, évidemment, quand je dis s'agite un peu, c'est pas ils collent des affiches et ils disent ouais, il faut venir tous au grand meeting, enfin, ils s'agitent vraiment, il y a des moments. La Catalogne s'excite un peu aussi, Naples c'est l'Espagne. Que vous soyez pas au courant, ça a beau être en Italie, ça appartient aux Espagnols. Enfin, en gros, partout où il y a des Espagnols, ça frite. Mais ça frite aussi là où il n'y a pas d'Espagnols, puisqu'on a une magnifique guerre civile anglaise qui dure 10 ans entre 1642 et 1651, qui fait encore son lot de morts. Et puis, vous savez, en France, on a la Fronde entre 1648 et 1653, on va plutôt dire les frondes, puisque d'abord on a une fronde des grands, et puis ensuite on a une fronde des parlements. Et tout ça, c'est interprété en général comme une crise de l'absolutisme, avec l'idée que la première moitié du XVIIe, c'est la montée de l'absolutisme, de l'État absolu, c'est-à-dire le renforcement du pouvoir des monarques, et qu'au milieu du XVIIe, l'absolutisme, visiblement, ça pose quelques problèmes aux populations qui choisissent de se révolter. Bien. Alors le problème de tout ça, c'est que, évidemment, les gens ne se révoltent pas simplement parce qu'ils considèrent que le programme politique de Madame Machin n'a pas été adopté, mais ils se révoltent en général parce qu'ils ont la dalle. Et donc, alors évidemment, la guerre de 30 ans, c'est du bonheur, puisque comme les soldats passent leur temps à manger les provisions des paysans allemands, ils n'ont plus rien à bouffer, les paysans allemands ils crèvent de faim, donc ça fait des famines. Mais même là où il y a pas de guerre civile, pas de guerre extérieure, pas de révolution, pas d'émeute, en fait, il y a aussi des mauvaises récoltes et il ne fait pas beau. Et donc, on a des grandes famines, par exemple entre 1659 et 1662, ou entre 1693 et 1697. Okay, c'est quand même un peu induit par la guerre, en fait, la dernière. À titre d'exemple, la famine de 1693-1697, en France, ça fait plus de 2 millions de morts, c'est-à-dire c'est plus de 10% de la population qui disparaît dans l'affaire. Donc, c'est un impact économique. Alors, ça n'a pas seulement un impact économique, parce que quand les gens sont morts, ils sont moins productifs, mais c'est qu'en plus, avant de mourir, déjà, ils sont un peu moins productifs. Bon, c'est quand même un processus. Quand on meurt de faim, c'est un processus. C'est pas aujourd'hui j'ai mangé, demain je meurs de faim. Ça va de moins en moins bien, et donc la productivité baisse quand même assez vite. Donc, ceci n'est pas cynique, mais c'est vrai que tout ça est absolument épouvantable. Et donc, de fait, il y a manifestement une crise du XVIIe en termes de conflictualité, conséquences démographiques et économiques, remise en cause du contestation du pouvoir politique, et puis les comportements les plus déterminants et les plus intimes changent de manière radicale, en particulier les comportements démographiques. Dès le XVIIe siècle, les pays protestants se mettent à pratiquer massivement la contraception, ce qui veut dire que la taille des familles se réduit, ce qui veut dire que l'organisation sociale se réduit, se modifie complètement, parce que c'est quand même pas pareil. Un pays où il y a des familles de 15 enfants qui vivent avec les grands-parents dans des fermes gigantesques et où tout le monde vit ensemble, et un pays qui vit avec des familles de 2 enfants en ville. En fait, ce qui se passe, c'est que les pays protestants, ils font moins d'enfants, ils s'urbanisent, ils apprennent à lire et à écrire, ils sont déjà, pas tout à fait au XXIe siècle, mais sur le chemin. Bon. Alors, toutes ces manifestations, enfin, tout ce qui se passe là, ça pourrait être compatible avec l'idée selon laquelle, en fait, c'est probablement la pression démographique qui joue un rôle déterminant dans tous ces phénomènes. Et celui qui a été le grand théoricien, bien sûr des années plus tard, puisqu'il est né à la fin du XVIIIe et il a écrit au XIXe, c'est Malthus. Bon, vous savez que c'est un des pères de l'économie politique. Et en fait, probablement, ce que Malthus écrit, c'est une histoire qu'il a encore sous les yeux en Angleterre, parce que quand il écrit au début du XIXe, Malthus, il voit encore les 2 Angleterres. Il voit encore l'Angleterre de l'Ancien Régime, pas au sens politique, mais au sens anthropologique et démographique, c'est-à-dire les paysans qui ne pratiquent pas la contraception, qui ont beaucoup d'enfants, qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, qui n'ont pas les moyens de les élever, qui n'ont pas les moyens de leur donner de quoi subvenir à leurs propres besoins, parce qu'ils n'ont pas assez de terre pour pouvoir doter tous leurs enfants. Et donc, de fait, une pauvreté qui se reproduit sous la pression du nombre des enfants, donc sous pression démographique. Et puis, d'un autre côté, des classes moyennes urbaines qui sont capables de maîtriser le nombre d'enfants qu'ils ont, donc qui sont capables de donner à la fois plus d'attention, de bonnes études,
Et puis une situation dans la vie, parce que quand on n'a que 2 enfants, ben, on peut s'occuper de leur trouver un boulot, de les marier, etc. Et donc de fait, Malthus y voit une espèce d'ancien régime et de nouveau régime. Mais alors, donc, ce qui paraît manifeste, c'est que ce qui cause tous les problèmes, c'est la pression démographique. Pourquoi? Parce que la pression démographique, ça fait que quand la population augmente trop vite, augmente plus vite que les productions, il n'y a pas de recrutement, donc ça fait des faillites, ça fait des famines. Et en plus de faire des famines, ça fait des révoltes politiques. Les princes, soit essayent de dévier la colère des peuples, soit essayent d'augmenter leur potentiel productif en allant taper sur le voisin. Enfin, du coup, la conflictualité, c'est d'abord un conflit pour les ressources rares que sont ce qui permet de manger. Quoi. Bon. On peut de surcroît penser que l'origine de ces problèmes, elle est partagée, enfin, l'origine démographique, elle est partagée entre l'Europe et puis d'autres ensembles géographiques, puisque par exemple, on a une crise du XVIIe importante en Chine, hein, puisque c'est au XVIIe siècle que la dynastie Ming, qui est une dynastie mongole et qui doit régner depuis le XIVe siècle, s'effondre. Et il y a une époque d'anarchie qui suit l'effondrement des Ming. Et puis c'est au XVIIe aussi que, au Japon, la rébellion de Shimabara est suivie en tout cas par la fermeture complète du pays, hein, c'est beaucoup, puisque au milieu du XVIIe, les Japonais décident de tout fermer. Il n'y a plus qu'un port qui reste ouvert au commerce extérieur, qui est Nagasaki, et sinon on n'a plus le droit d'aller au Japon. En gros, quand un étranger se fait attraper au Japon, c'est coupé en deux. Bon, donc de fait, ce genre de décision, ça ne se prend pas. Si vous avez les cheveux orange, vous pouvez vous dire ça, tiens, demain on ferme, et puis tous ceux qui passent le mieux, on leur coupe la tête. Mais disons que les décisions extrêmes, ça se prend sous une pression extrême, et la pression extrême, l'idée c'est que ça pourrait venir de problèmes démographiques. Alors, question, pourquoi est-ce qu'il y a plus de problèmes démographiques au XVIIe qu'à un autre siècle? On a cherché des explications, et là, l'une des explications qu'on a trouvées, c'est l'histoire du petit âge glaciaire. Qu'est-ce que c'est que le petit âge glaciaire? Alors, quand j'étais à votre place sur les bancs, les professeurs d'histoire médiévale ou moderne expliquaient avec les yeux dans le vague, mais surtout vraiment émus, que le petit âge glaciaire, c'était qu'on avait découvert, grâce à l'étude des pollens, qu'en fait, il y avait eu des hivers manifestement beaucoup plus froids entre le début du XIVe siècle et puis la fin du XIXe, que ça avait donc causé que ce changement climatique avait entraîné des étés plus humides et moins ensoleillés, donc de mauvaises récoltes, donc des difficultés particulières pour nourrir la population. Bon. Et donc ce machin qui cette thèse qui a été en gros dominante depuis les années 60, à vrai dire, elle commence à être sévèrement contestée. Donc c'est pour ça que je parle en vitesse du petit âge glaciaire, mais en revanche, ce qui me paraît intéressant, c'est la nature de la contestation. Parce qu'en fait, la nature de la contestation, elle repose sur 2 choses. Bon, d'abord, il y a 2 statisticiens, on va dire anglophones, je ne sais plus d'où ils sont, je crois qu'ils jouent ici, Morgan Kelly et Cormac O'Grada. O'Grada, il est sûrement irlandais, avec un nom pareil. Morgan Kelly, il peut être de n'importe où. Mais ils ont publié en 2015 un papier remarquable qui s'appelait Le mythe du petit âge glaciaire. En fait, ils n'ont pas démontré que le petit âge glaciaire n'existait pas. Ils ont simplement démontré que ça pouvait être un artefact statistique. Qu'est-ce que c'est un artefact statistique? Ça signifie en fait, à cause du traitement statistique que vous faites subir à vos données, vous avez l'impression qu'il y a un phénomène, mais en fait, il n'y en a pas. Alors, ce qui montre, c'est que la courbe des températures moyennes, qui est en haut, là, et alors donc, si vous regardez, en fait, cette courbe des températures moyennes qui est en haut, la première graduation, c'est 1400, la deuxième, c'est 1600, la troisième, c'est 1800, et la dernière, c'est 2000. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a en gros entre 1450, on va dire 1440, et 1600, une baisse vertigineuse. Et puis, ça se maintient avant une chute non moins vertigineuse juste avant 1800. Et puis, ça remonte, avec des à-coups quand même, mais ça remonte à partir du début du 19e siècle. Donc ça, ce serait la courbe des températures qui montrerait que le petit âge glaciaire, c'est d'abord ça baisse très fort hein, au cours à partir des années, on va dire 1430 jusqu'en 1700, et puis il y a un plateau, et puis ça remonte depuis. Bon, donc ça c'était en quelque sorte ce qui justifiait, en fait c'est pas à partir de ces données-là qu'on a évoqué le petit âge glaciaire, c'est plutôt que
On pensait qu'il y avait un petit âge glaciaire, et on a essayé de construire des séries statistiques pour le justifier. Ces séries statistiques, c'est ça. Et ces séries statistiques qui sont ça, vous comprenez bien qu'au XIVe siècle, il n'y a pas un curé pragois qui s'amuse à mesurer la température tous les jours. Bien sûr que non. Autant aujourd'hui, quand on parle de la température moyenne sur le globe, on sait très bien qu'il y a 40 000 stations météo qui prennent des mesures de température en continu, donc on a des données pour le faire. Autant les données pour le faire à l'Observatoire de Montsouris, on commence à les avoir dans les années 1870, mais avant, il n'y a rien. Avant, concrètement, il n'y a rien que un curé pétomane dans un coin du Lot qui est effectivement maniaque avec des thermomètres qui prend des mesures quand ça le prend. La société scientifique du Mont d'Or, où il y a eu un dingue qui faisait des relevés l'année 1838. Un pêcheur à la ligne qui s'ennuyait en pêchant et donc qui a noté tout ce qu'il y avait sur le thermomètre les dimanches après-midi de l'année 1537. Enfin bon. Bref, il y a des séries complètement discontinues. Alors à partir de ces séries discontinues, on essaie de fabriquer un machin et puis on dit, vous voyez bien, c'est la preuve qu'il y a eu une petite âge glaciaire, la température a baissé au cours du 15e et 16e siècle. Ouais. Sauf que ce que montre Cormac au Grindal et puis Morgan Kelly, c'est qu'en fait, ce machin-là, cette série statistique, vous pouvez l'obtenir comme étant la moyenne mobile d'un bruit blanc. C'est-à-dire en gros, et c'est la série qui est en bas. Donc la série qui est en bas, c'est un pur signal aléatoire. Et puis qu'est-ce que vous faites? Vous faites un filtre qui vous fait une moyenne sur 5 ans des résultats aléatoires. Et en fait, ce que vous avez en haut, c'est le résultat du filtrage du truc qui est en bas. Concrètement, si vous avez un protocole de mesure qui n'est pas solide et robuste, qui est juste que vous faites la moyenne de trucs qui sont un peu n'importe quoi, vous pouvez avoir ce que vous avez en haut, vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose, alors qu'en fait, votre input, ce que vous avez en réalité, c'est un truc purement aléatoire. Alors, purement aléatoire, on va plutôt dire, c'est des variations sans tendance. Il y a des hivers plus froids, des hivers plus chauds. L'hiver, c'est l'hiver en général. Normalement, l'hiver, c'est plus froid que l'été. Jusque-là, ça va. Il y a des hivers plus froids, des hivers plus chauds. Et en moyenne, il y a une température moyenne de l'hiver, et la température moyenne de l'hiver, elle ne change pas. Et donc, il est fort probable, disent nos deux statisticiens, que ce qu'on a pris pour le petit âge glaciaire, ce soit simplement un artefact statistique qui est dû à une agrégation de données foireuse, fallacieuse, n'est-ce pas? Et ça, c'est typique quand même des problèmes qu'on a dans les sciences sociales où, en fait, on veut démontrer un truc et on finit par construire par trouver la série statistique qui confirme ce qu'on pensait avant. Et donc, parce que, de fait, il y a tellement de séries statistiques que, à partir du moment où, de toute façon, vous mettez en face de séries statistiques aléatoires, si vous faites un test à 5% de corrélation, il y en a 5% qui vont passer le test. Il y a même des choses qui n'ont rien à voir. Si vous mettez le niveau de confiance à 5%, vous allez avoir 5% d'acceptation et vous allez trouver 5% de corrélation qui n'ont aucun sens. Genre ça. Bon, alors, le fait, à partir d'un bruit blanc ou à partir de n'importe quelle série, d'avoir un filtre qui vous fabrique des artefacts statistiques où vous croyez voir du déterminisme, ça s'appelle l'effet Slutsky. Donc Slutsky, si vous n'en avez pas encore entendu parler, Yevgeny Slutsky, c'est un statisticien russe qui a la particularité d'avoir publié dans les annales de l'école normale supérieure de Pise, qui n'est pas une ville de Russie, bien entendu, puisque l'école normale supérieure de Pise, c'est à Pise en Toscane, et c'était fondé par les Français. Tout ça pour dire que la gloire pour la France là-dedans, c'est d'avoir créé les annales de l'école normale supérieure, où Slutsky a publié le fameux article sur son autre grande contribution, c'est en micro. Vous avez jamais fait ça, effet revenu, effet de substitution? Non? Bien, vous le ferez bientôt. Vous saurez qu'il y a deux trucs à savoir chez Slutsky. Ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire en gros, quand vous filtrez n'importe quoi, parfois vous avez l'impression que ça a du sens, qu'il se passe quelque chose. Et puis, ce que vous verrez, c'est la décomposition entre effet revenu et effet substitution de l'effet de variation. Donc, petit âge glaciaire, en fait, on prend peut-être des vessies pour des lanternes. Les auteurs n'ont pas démontré que la série d'entrée, c'était un bruit blanc. Ce qu'ils ont simplement montré, c'est que on peut fabriquer la série qu'on a en haut, qui correspond à la série de température qu'on a reconstituée pour le petit âge glaciaire, à partir d'une série aléatoire, pure, sans tendance, et d'un filtre. Bon. En revanche, la deuxième preuve, qui est quand même un peu plus béton, c'est-à-dire que, de fait, il y a une contestation de cette hypothèse, il y a des recherches qui font contester l'hypothèse du petit âge glaciaire, et pour l'instant, le dernier mot, il revient à 3 Italiens, qui sont d'ailleurs 4, qui, dans un papier de 2014, ont fait un boulot absolument incroyable. Ce qu'ils ont été faire, c'est qu'ils ont été prélevés des échantillons
de feux qui ont été faits dans la nature. Ils ont prélevé 2456 échantillons de feux qui ont été faits entre 300 avant Jésus-Christ et 1300 après Jésus-Christ. Donc ça fait quand même... ça fait beaucoup d'échantillons et beaucoup de temps. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont examiné au microscope tout le charbon qui était dans ces échantillons de feu pour savoir de quelle essence végétale provenait le bois qui avait été brûlé dans les feux. Sachant qu'ils pouvaient dater, un à partir du carbone 14 et deux à partir des couches où c'était. Donc ils dataient les échantillons, ils reconnaissaient les essences végétales et ils ont déduisé la couverture végétale de la région étudiée à l'époque à laquelle remontait le feu. Bon, c'était extrêmement intéressant parce qu'en fait ils se sont rendus compte que la couverture végétale de la Toscane évolue considérablement. Pourquoi ? Parce que, en fait, alors 300 avant Jésus-Christ, ça ramène quand même... Quand vous regardez ce que c'est 300 avant Jésus-Christ, en 300 avant Jésus-Christ, en gros, c'est encore les Étrusques qui sont là. Les Romains n'ont pas terminé leurs guerres italiques, et donc ils n'ont pas soumis la plaine côtière de Toscane. Et donc la végétation à l'époque, c'est des chênes verts. Quand des chênes verts, c'est donc des chênes qui ne perdent pas leurs feuilles, qui est une végétation naturelle, enfin qui est une végétation de forêt primaire dans cette partie de la Méditerranée. On n'en voit plus en Toscane, parce qu'en Toscane, il y a surtout des chênes pubescents maintenant, c'est la végétation secondaire, mais c'est typiquement ce qu'il y a sur le plateau espagnol, comme sur la Meseta. Bon, en fait, avec l'expansion romaine, les colons romains défrichent, et donc ils se mettent à planter du blé. Et puis, après les invasions barbares, les colons romains, oui, qui sont plus là, ne cultivent plus, et donc c'est là que les chênes pubescents repoussent, et que vous avez le paysage actuel des forêts de Toscane, d'accord, sous lesquelles il y a des sangliers et des cèdres. Bon. Et puis en fait, il y a une deuxième période de défrichement, c'est en gros à partir de l'an 1000, il y a une expansion démographique, en fait, on se remet à défricher, et là on plante des oliviers. Et on plante particulièrement des oliviers au XIIIe, au XIVe siècle, c'est-à-dire dans la période qui est censée être le petit âge glaciaire. Et alors là, vous vous dites, attendez, si c'est le petit âge glaciaire, on ne parle peut-être pas des oliviers, parce que les oliviers, c'est pas vraiment l'arbre idéal quand il gèle. Enfin, je vous dis ça au cas où vous auriez la mauvaise idée de vouloir aller planter des oliviers sur votre terrasse en Norvège, ça va pas très bien pousser, d'accord, d'abord parce qu'il fait froid, puis parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais manifestement, cette étude des foyers permet de montrer que alors, pardon, je n'ai pas fini, c'est pas seulement des oliviers qu'on plante, c'est aussi des châtaigniers. Alors le châtaignier, c'est pareil, c'est pas un arbre du Nord. Vous ne plantez pas des châtaigniers dans le Nord-Pas-de-Calais. Si vous allez voir les régions où il y a beaucoup de châtaigniers, en France, c'est le sud du Massif central et la Corse, et en Italie, c'est l'Apennin, d'accord. Donc c'est le centre. Bon, le centre de l'Italie, c'est pas la région la plus froide. Donc de fait, pendant ce que certains considèrent être le petit âge glaciaire, les Italiens plantent des essences végétales qui ne sont pas résistantes du tout au froid, qui sont les moins résistantes au froid. Vous verrez, ils auraient pu planter des bananiers aussi, oui, d'accord. Enfin, c'est pas absolument typique en Italie, qui n'est pas une région connue pour sa production de bananes. Donc de fait, ils plantent les arbres qui sont les moins résistants au froid dans la gamme de ce qu'on plante en Italie. Donc c'est de deux choses l'une, soit que les Italiens sont des abrutis, soit qu'il n'y a pas de petit âge glaciaire. Soit qu'ils mettent du temps à comprendre, mais ce qui est une manière de dire que ce sont des abrutis, parce que autant nous, bon, réchauffement climatique, si ça, je sais pas quoi, mais enfin, les mecs qui vivent à la campagne de ce qu'ils plantent, si ça gèle 3 hivers de suite, ils sont pas dingues, ils ne vont pas planter un truc, donc ça va crever. Bon, donc bref, il y a quand même de fortes présomptions pour penser que le petit âge glaciaire, c'est pas la bonne explication. Et du coup, toute la construction intellectuelle qui consistait à dire, en fait, le XVIIe siècle, c'est les problèmes démographiques liés au fait qu'on atteint, le maximum de ce qu'on peut nourrir de population compte tenu des technologies dont on dispose. Là-dessus, vous rajoutez le petit âge glaciaire, ça fait des famines, donc des contestations politiques, donc des guerres, et ça, c'est la crise du XVIIe. Tout ça, c'est une belle histoire, mais en fait, c'est peut-être juste la démographie, et c'est tout. Et ça suffit peut-être à engendrer beaucoup de problèmes. Ce qui, par parenthèse, à une époque où on est en train de se dire qu'on va tous mourir à cause du climat, n'est pas absolument inintéressant. On peut se dire qu'il y a juste un problème démographique. D'accord ? Alors, je ferme la parenthèse parce que ça nous emmènerait très loin de notre sujet. Je veux juste revenir à, non seulement à notre sujet, mais en particulier à ça. Donc ce qu'on a dit, c'est, on voit très nettement qu'il y a une hausse à partir du milieu du XIVe siècle
qui s'arrête en gros à la fin du XVIe, et puis ensuite ça baisse. On a dit, dans cette baisse, il y a une composante, non pas cyclique, mais séquentielle. C'est-à-dire que certains pays perdent leur avantage comparatif à l'export, qui faisait qu'ils avaient un niveau de richesse, de production, qui était supérieur aux autres. C'est notamment le cas de Florence, probablement dès la fin du XVe siècle. Ça va être le cas du Portugal, qui n'est pas là-dessus au XVIe. Puis les Néerlandais ont des problèmes de guerre civile, de guerre d'indépendance, mais ensuite c'est le cas pour eux, puisque leur production baisse au XVIIIe. Ça, c'est une première cause, de dégradation de l'avantage comparatif et donc du terme de l'échange. Il y a une deuxième cause qui est probablement une cause qui effectivement s'exprime fortement au XVIIe siècle, qui est une conflictualité qui entraîne des problèmes sociaux évidents et des pertes économiques, sans qu'on puisse relier ça nécessairement au climat. En revanche, chacun a un vrai sujet là-dedans. C'est que d'emblée, la semaine dernière, on a dit, ce qui caractérise l'Europe, c'est cette grande divergence, c'est-à-dire le fait que l'Europe progresse beaucoup plus vite que le reste du monde à partir, on va dire d'abord, dans un premier temps, et de manière pas très visible, à partir du milieu du XIVe siècle. Bon, écoutez, s'il vous plaît, si vous voulez parler, c'est très bien dehors. Compris? C'est à vous que je m'adresse, oui. Et le masque est sur le nez. Merci. Bon, donc, on avait caractérisé, enfin, on avait dit, le truc qui va nous intéresser, c'est cette augmentation rapide de la production, d'abord en Europe, et de manière assez peu perceptible à partir du XVe siècle. On va rationaliser tout de suite pourquoi, et puis de manière beaucoup plus généralisée au XVIIIe. Mais ce qu'on voit là, c'est qu'un pays comme l'Italie, il y a effectivement un démarrage au XVe siècle, et puis après ça se tasse. Et donc, avant même de caractériser complètement la grande divergence, je vais faire une parenthèse en essayant de comprendre pourquoi finalement on peut décoller et puis se casser les ailes et puis retomber aussi sec. Parce que l'Italie, c'est un pays qui a commencé à diverger au XVe siècle, et puis cette divergence, elle s'est arrêtée net. Et de fait, l'Italie n'a repris le train de l'Europe que dans la deuxième moitié du XIXe, après avoir perdu pratiquement 4 siècles. Alors qu'est-ce qui se passe en Italie? En fait, je vais continuer dans la veine de l'examen des résultats de combustion de foyer qui avait été entamé par mes collègues italiens. En fait, l'histoire d'Italie, c'est important parce que ça permet de comprendre à la fois justement pourquoi il y a un premier démarrage au XIVe siècle et pourquoi c'est pas obligé que ça marche ensuite. Alors, le premier démarrage au XIVe siècle, concrètement, ce qu'on pense, c'est que la grande peste de 1349, elle élimine à peu près 50% de la population urbaine. Bon, à la campagne, c'est beaucoup moins clair. Au total, ça fait probablement 30% de la population européenne. Concrètement, vous savez comment ça se passe. Les Génois ont un comptoir, une forteresse à Kaffa sur la mer Noire. Ils sont assiégés par les Mongols. Les Mongols leur balancent des cadavres de morts par la peste dans les catapultes. Alors, plutôt que d'envoyer des cailloux, ce qui ne permet pas de casser les murs, autant envoyer des morts de la peste. Donc, il y a des puces infestées qui se promènent dans Kaffa. Les défenseurs de la ville, ils attrapent la peste. Une galère qui part à Gênes pour apporter de la marchandise embarque dans un rouleau de tapis des puces. Quand les puces arrivent à Gênes, on déroule le tapis et elles sautent sur les gens qui sont là. Donc l'épidémie part de Gênes en Europe, et donc, comme on l'a dit, en moins d'un an et demi, on a tué 30% de la population européenne. Quelles conséquences ça a? En fait, ça a deux conséquences. Enfin, ça a une première conséquence qui est évidemment que si pour un même stock de capital, vous diminuez brutalement la quantité de travail qui va mettre en valeur ce stock de capital, vous augmentez considérablement la productivité du travail. Et si vous augmentez considérablement la productivité du travail, vous augmentez la rémunération du travail. Ça, c'est de l'économie de base, d'accord? Bon, alors ça se traduit comment? Ça se traduit à la campagne par le fait qu'à la campagne, il n'y a pas beaucoup de morts, mais il y en a quand même suffisamment pour que les survivants ils aient plus de terre à cultiver. Ils ont plus de terre à cultiver, donc en fait, ils gagnent plus, enfin, ils récoltent plus pour eux, donc ils mangent mieux, ils ont mieux de quoi entretenir leurs enfants. Alors c'est drôle parce que, comparativement, ça se traduit par un truc étonnant, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a beaucoup d'abbayes cisterciennes qui ont été créées au XIIIe siècle, au XIVe siècle, et qui sont tombées en ruine au milieu du XIVe siècle. Non, ça ne vous a pas crevé les yeux. Par exemple, en Toscane, il y a San Galgano. Et en fait, c'est parce que les abbayes cisterciennes,
les parents qui n'avaient pas les moyens d'élever leurs enfants, ils les donnaient à l'abbaye, où on leur donnait on donnait à manger, on ne les a pas étudiés, mais on les a travaillés comme paysans, on les appelait des frères convers. Et en fait, à partir de la peste, les abbayes n'ont plus les moyens de fonctionner parce que justement, les parents ne mettent plus les enfants dans les abbayes parce qu'ils peuvent les élever eux-mêmes. Donc vraiment, il y a des signes du fait qu'à la campagne, le niveau de vie des paysans augmente considérablement, justement parce que la pression démographique a baissé. Alors, ça ne va pas durer longtemps, parce que le problème, c'est que comme les gens vont manger suffisamment, les enfants ne vont pas mourir, et comme les enfants ne vont pas mourir, ils vont encore faire des enfants, on va se retrouver avec un problème de pression démographique très vite. Mais dans l'immédiat, ça a un impact. C'est-à-dire que pour les survivants, c'est plutôt. La vie après est plutôt mieux qu'avant. Bon. À l'exception près que, quand même, vous avez perdu du monde au passage. Alors, en ville ça a un effet encore plus fort, parce que. En ville, vous savez, le problème, c'est que comme la peste est transmise par les puces, on va parler des puces qui sont sur les rats, évidemment, il y a plus de concentration en ville qu'à la campagne, et donc il y a plus de morts en ville qu'à la campagne. D'ailleurs, les morts à la campagne, pour l'essentiel, c'est les gens des campagnes qui vont à la ville. Parce qu'ils vont y vendre leur production, c'est ceux-là qui vont être touchés par la maladie. Si vous restez dans votre cambrousse, les puces ne vont pas venir. Elles ne vont pas traverser, vont pas faire 50 km pour venir vous piquer à côté de votre mare. Bon. Mais bon, il y a quelques morts à la campagne, pas beaucoup, mais en ville, en revanche, c'est une hécatombe, et en particulier, les ouvriers qualifiés disparaissent. Or, dans les villes italiennes, par exemple, les ouvriers qualifiés, il y en a. Puisqu'on l'a dit, il y a toute l'industrie textile, il y a la peinture, il y a la fabrication des instruments de musique, enfin, il y a l'optique, il y a la bijouterie, enfin, il y a des activités vraiment qualifiées. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, en fait, les salaires ouvriers à la ville augmentent très fortement. C'est ce qu'on a vu. Et en fait, la cause de la hausse des salaires en ville, c'est justement la disparition de cette main-d'œuvre qualifiée qui fait que les maîtres et les riches qui ont besoin d'artisans parce qu'ils veulent décorer leur palais et avoir des fringues mieux que leurs voisins, ça exerce une pression à la hausse sur les salaires, et c'est ça qui fait que les salaires se mettent à être à 3 fois au-dessus du minimum de subsistance. D'accord ? C'est pas juste qu'à Florence, ils ont élu un maire socialiste qui se met à voter un salaire minimal. C'est vraiment la pression de la demande qui fait augmenter les salaires. Seulement, le problème, c'est que ça ne dure pas. Alors pourquoi ça ne dure pas ? D'abord, en fait, parce que bon, les Florentins ont une stratégie d'expansion qui est assez tordue. C'est-à-dire qu'ils proposent aux villes alentours de s'allier avec eux en leur disant on va vous baisser les impôts. On ne vous fera pas payer d'impôts si vous vous mettez sous notre autorité. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'une fois que les villes se sont mises sous leur autorité, ils exigent que les campagnes soient ouvertes au passage des troupeaux pour la transhumance. Et donc, il y a un impôt implicite qui est mis sur les paysans, c'est que les terres des paysans servent au passage des moutons. Ils vont venir voter en passant. Voilà, ça ne vous paraît pas grand-chose, mais je vous assure que quand vous avez... d'abord, les paysans, ils sont assez propriétaires de chez eux, d'accord ? Ils n'aiment pas vraiment leur dire qu'il y a le troupeau qui va passer, qui va tout bouffer. Ce n'est pas tellement leur truc. Et objectivement, ça a des conséquences sur les méthodes culturelles. C'est-à-dire que, concrètement, s'il y a les moutons qui passent, qui viennent vous manger votre herbe, vous ne pouvez pas avoir des moutons vous-même. Donc, premier problème, qui est que dans les années qui suivent la peste, en fait, ça a marché un temps, ça ne marche plus. Donc, ça revient. Donc, ça a été mieux pour les paysans, mais en Italie, ça recommence à se dégrader. Deuxième chose, l'importance des salaires en ville, ça fait que les paysans, ils n'ont qu'un seul rêve, c'est que leurs enfants aillent travailler à la ville. Et donc, au lieu de mettre leurs enfants au monastère parce qu'ils n'ont pas trop leur donner à manger, ils vont mettre leurs enfants au monastère à la ville pour qu'ils fassent des études. Et donc, petit à petit, en fait, il y a une déprise agricole qui fait que, de toute façon, si c'est pour que les moutons passent dans mon champ et bouffent tout, je ne vais pas m'ennuyer à continuer à cultiver du blé. Ce que je vais faire, c'est que je vais planter des châtaigniers. Le problème quand vous plantez des châtaigniers, c'est que, de fait, vous ne cultivez pas la terre de la même manière, parce que quand vous plantez du blé, vous commencez par labourer, et puis vous plantez votre blé, et puis vous recouvrez, et puis ensuite vous traitez, et puis une fois que c'est le blé prêt à moissonner, vous le moissonnez, mais après vous grattez une deuxième fois pour enlever tout ce qui reste, et puis vous préparez la terre, donc en fait vous empêchez les mauvaises herbes de pousser d'une part, et d'autre part vous assainissez la terre pour éviter que justement les mauvaises herbes et ça fasse que la terre devient un marécage. En revanche, quand vous plantez des châtaigniers, là vous ne vous occupez plus de rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le moindre entretien
des campagnes, en particulier sur la frange côtière de l'Italie. On va dire entre Livourne, vous voyez, Livourne c'est la tour de Pise, et jusqu'à Naples. En fait, de Livourne jusqu'à Naples, ce qui se passe, c'est qu'il y a des fleuves qui viennent de la montagne, qui descendent, et ces fleuves, ils ont vraiment beaucoup de mal quand ils approchent de la côte, parce qu'il y a un cordon de dunes le long de la côte, et les fleuves n'arrivent pas à passer. Si vous n'entretenez pas régulièrement votre espace au pied des montagnes jusqu'à la mer, vos fleuves, ils n'arrivent pas à sortir, ils fabriquent des marécages, dans les marécages, il y a les moustiques vous filent la malaria, et après, c'est fini. Et en fait, cette espèce de baisse du salaire ouvrier à Florence, ça s'explique par le fait que après la peste noire, il y a un moment de croissance économique, d'élan de croissance économique, enfin, il n'y a pas un moment de croissance économique, il y a un moment de hausse du salaire, qui est une conséquence mécanique, tout simplement de la hausse de la productivité du travail, et de, je ne sais pas ce que c'est que ce bruit, ça c'est étrange, il y a une créature dans les tuyaux. Donc il y a un rebond mécanique du salaire qui est dû en fait, à l'augmentation de la productivité du travail, qui est dû à la disparition d'une partie de la main-d'œuvre. Ça enclenche un mouvement d'exode rural. Ce mouvement d'exode rural, il modifie les méthodes culturelles. Et la modification des méthodes culturelles va faire que les campagnes ne sont pas assez entretenues, les marécages vont se développer, il va y avoir de plus en plus de moustiques, de plus en plus de malaria. Et ça, on le sait parce que, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du XVe siècle, le podestat de Grosseto, il veut absolument plus aller dans l'intérieur des terres, il reste le plus près possible de la mer, parce que dès qu'il va à l'intérieur, c'est plein de moustiques. Et donc, on sait qu'en gros, les campagnes sont complètement saccagées. Bon, à partir du moment où vous êtes dans une ville entourée par des moustiques, effectivement, du point de vue du développement économique, c'est moins bien parti, parce que, en fait, vous êtes dans la situation du sud du bassin méditerranéen et dans du nord. Et donc, visiblement, si vous voulez, la dynamique qu'on a observée après la Grande Peste, c'était en fait un rebond automatique d'augmentation de la productivité du travail qui n'est pas lié en soi à une dynamique d'accumulation de croissance. La dynamique d'accumulation de croissance, elle ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a des effets pervers qui font que, en fait, les espaces agricoles se dégradent et ça casse la productivité de l'agriculture. Une fois que les gens ont la malaria, ils ne sont pas productifs. Et puis ils n'ont pas envie d'innover, et puis ça va pas. Et en fait, la malaria apparaît en Italie comme un mal endémique. Alors il y a des travaux de bonification à partir de la fin du XVIIIe, mais ce n'est pas suffisant. Les travaux de bonification définitive, c'est les Américains qui vont le faire après 1943. D'accord ? Parce qu'il y avait eu des travaux importants au début du XXe et puis sous Mussolini, mais les Allemands, les nazis ont fait péter toutes les digues et toutes les stations de pompage en repartant pour noyer les plaines, pour empêcher les armées alliées d'avancer. Et donc c'est finalement les Américains qui ont, enfin à partir de 1943, c'est plutôt 44-45, qui vont régler le problème de la malaria dans tout le sud. Donc c'est dire que, quand je vous disais l'Italie, ça monte un peu et puis après ça redescend, ça monte, mais ça c'est pas le résultat d'une dynamique propre, c'est juste un événement qui modifie la productivité du travail, et après ça descend parce que là il y a une dynamique qui est une dynamique de dégradation de l'espace rural, liée à l'exode des campagnes vers les villes. Et donc exactement la dynamique du sous-développement qu'il y a dans beaucoup de pays, où l'exode des campagnes vers les villes, ça améliore pas la situation en ville, et ça dégrade la situation à la campagne, de sorte que le pays ne progresse pas. Voilà. Bon, donc, ça, pourquoi c'était une parenthèse ? Parce que, si le but c'est d'expliquer la grande divergence en Europe, on voit très bien qu'il y a des régions d'Italie, en particulier la plaine côtière toscane et campanienne, qui ont une involution économique, d'accord ? Donc on dit involution pour dire le contraire d'une évolution positive, qui ont une involution économique qui est exactement le contraire de ce qu'on va caractériser comme étant la grande divergence. C'est-à-dire qu'ils étaient au top de l'Europe en 1450, et ils se retrouvent au même niveau que les pays qui vont les plus mal dans le monde, c'est-à-dire dévorés par la malaria, au début du 19e. Avec quand même un patrimoine culturel important, mais on ne mange pas bien. Bon, alors ça, c'était un essai de caractérisation de la dynamique micro, d'accord ? On caractérise qu'est-ce que c'est que le minimum de subsistance, comment est-ce qu'on gravite autour du minimum de subsistance, et on voit qu'il y a donc une croissance urbaine dès le XVe siècle, pour des raisons en fait un peu automatiques liées donc la mortalité augmente la productivité du travail.
la croissance, elle peut se poursuivre dans certains pays comme la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, comme on l'a vu pour des raisons essentiellement il y a un relais commercial qui continue d'augmenter la production par tête dans les villes, mais la dynamique de croissance n'est pas enclenchée dans un pays comme l'Italie. Et donc, en 1450, c'est pas parce que momentanément le PIB par tête de l'Europe a augmenté, dans certaines régions et plutôt en ville, qu'il faut croire qu'il y a une dynamique de croissance qui est enclenchée. Bon, alors après, une deuxième caractérisation importante de cette affaire de grande divergence, c'est la question de l'espérance de vie. On a vu que la population augmentait. La question quand la population augmente, c'est pourquoi est-ce qu'elle augmente? Parce que la population peut augmenter parce que tout le monde fait 15 enfants, mais les enfants ils meurent tous à 18 ans. Ou la question de la population peut augmenter parce que les gens vivent plus longtemps. Ce qui est en général plus désirable, parce qu'on dit quand même que c'est plus agréable d'avoir une vie longue, surtout si on est en bonne santé, que d'avoir une vie courte tout en étant très nombreux. Bon, alors qu'est-ce qu'il en est de l'espérance de vie? Et surtout, comment est-ce qu'on l'estime? Il y a un tableau dans Madison qui montre l'espérance de vie et la mortalité infantile, avec des estimations qui vont de 33 après Jésus-Christ jusqu'aux années 1870. Bon, et alors, en particulier, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Égypte romaine, tout comme l'Angleterre du XIVe siècle, l'espérance de vie, c'est de l'ordre de 24 ans. Bon, rappelez-vous que l'espérance de vie à la naissance, c'est quoi? C'est vous prenez une cohorte, c'est-à-dire vous prenez des gens qui sont tous nés la même année. Quand ils sont tous morts, vous additionnez l'âge auquel ils sont morts et vous divisez par le nombre de personnes. Donc c'est l'âge moyen auquel les gens vivent. Enfin, l'âge moyen jusqu'auquel, je ne vais pas dire l'âge moyen auquel ils vivent, mais l'âge moyen auquel ils meurent. Au contraire. Donc c'est la durée moyenne de la vie des gens d'une cohorte. Donc, ce qui fait que les calculs d'espérance de vie sont toujours des calculs rétrospectifs. C'est-à-dire que, quelle est votre espérance de vie? Je souhaite qu'elle soit longue, mais aujourd'hui, on peut fondamentalement pas le savoir. Parce que tant que vous êtes en vie, je vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible, tant que vous êtes en vie, évidemment, on ne sait pas à quel âge vous allez mourir. Bon, donc, alors après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire, bah oui, mais on a l'espérance de vie. En fait, quand on y pense, l'espérance de vie complète, aujourd'hui, on l'a que pour la cohorte des gens qui sont nés en 1900. Parce qu'il va encore y avoir des gens qui ont 115 ans. Donc, on l'a que pour la cohorte des gens qui sont nés en 1904 ou 1905. Sinon, tout ce qu'on a, c'est des extrapolations à partir de la table de mortalité des gens qui sont nés en... La table de mortalité, c'est l'âge auquel on meurt, d'accord, pour les gens d'une même cohorte. Donc à partir de la table de mortalité des gens qui sont nés en 1904, on fait des extrapolations, un peu à la manière de Madison. Parce que quoi? Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on extrapole d'après le nombre de gens qui meurent entre 0 et 15 ans, aujourd'hui par rapport aux gens qui sont morts entre 0 et 15 ans dans les nés en 1905, et on en déduit la forme du reste de la table. Mais vous voyez que tout ça, c'est pour le moins hypothétique. Alors, je dis, ça ne nous concerne pas, parce que votre espérance de vie, c'est pas encore de l'histoire économique. Bon, mais donc pour ces temps anciens, on a un autre problème qui est qu'en fait, on n'a pas de table de mortalité correcte. La première table de mortalité, c'est John Grant, c'est 1661, et en fait, on sait qu'elle est fausse, c'est-à-dire que c'est une table de mortalité imaginaire. La première vraie table de mortalité, c'est Edmond Halley, c'est 193. Donc concrètement, table de mortalité d'Égypte romaine, comment est-ce qu'on fait? Comme on peut. Non, c'est concrètement, si vous vous contentez de faire les... Comment dire? Si vous vous contentez de noter les âges au décès des gens dont vous entendez parler, vous allez avoir un biais statistique considérable qui est que on parle de l'âge des gens quand ils sont morts que quand ces gens sont connus. Alors par définition, les gens ils sont connus souvent parce qu'ils ont vécu plus longtemps. J'entends, c'est plus difficile d'être connu quand vous êtes mort à 12 ans que quand vous êtes mort à 70 ans. Du coup, si vous vous contentez de noter les âges au décès des gens connus, vous avez un biais statistique qui fait que vous allez largement surestimer l'espérance de vie. Donc comment on fait? Eh bien, de manière extrêmement rigoureuse, on met son doigt dans sa bouche, on le lève et on sait comme ça dans quel sens souffle le vent, ou pas loin. Non, mais concrètement, on a un profil typique de mortalité, et puis on se demande quelle déviation il peut y avoir d'après les mesures très vagues qu'on fait. Donc là où on commence à avoir des données, en gros, c'est
c'est à partir du XVIe siècle, parce que ce qu'on fait, c'est que d'après des journaux, des gens, etc., on reconstitue les familles et on reconstitue les âges au décès d'après, je sais pas quoi, des documents notariés, par exemple. Parce que sur les documents notariés, quand les gens font leur testament, on liste tous les enfants vivants et même les enfants morts éventuellement. Ou alors, quand on voit les différentes versions d'un acte notarié, on voit qui est mort dans la famille. Bref, par des méthodes de sondage comme ça, qui sont là des sondages pour lesquels il faut une documentation, qui sont typiquement beaucoup d'actes notariés, on arrive à faire quelque chose. Enfin, c'est extrêmement coûteux en temps. Alors moi, je n'ai pas d'acte notarié dans l'Égypte romaine, donc il n'y a rien du tout à faire. Bon, alors, néanmoins, ce qu'on voit, c'est que quoi? C'est qu'on a un régime de mortalité qui est celui, on va dire, qui prévaut depuis la révolution néolithique. Bon, parce que comme vous le savez, avant la révolution néolithique, nos ancêtres étaient très différents. On a pas mal parlé de, vous avez vu tout ce qu'on a raconté sur le Néandertal cette semaine, enfin la semaine dernière, c'est quand même peu. La mortalité au Covid serait liée à des gènes qui nous viennent de Néandertal. Bon, on a bien fait quand même de devenir des Cro-Magnons. Mais non, mais blague à part, la révolution agricole, ça change un truc, c'est que Cro-Magnon, avant la révolution agricole, il fait 1m85. Et après la révolution agricole, quand au lieu de manger des bêtes et des baies, il se met à manger du blé, il passe à 1m50. Donc ça a quand même un effet qui n'est pas terrible. Bon, ceci dit, on ne peut pas manger comme Cro-Magnon aujourd'hui parce qu'on n'est pas exactement le même nombre sur la Terre, donc ça n'a pas exactement les mêmes effets secondaires. Bon, en fait, donc à partir de la révolution néolithique, c'est-à-dire à partir de, alors ça dépend des endroits, mais entre 5 et 2000 avant Jésus-Christ, on se met sur un régime qui est celui d'une espérance de vie qui est de l'ordre de 24 ans. Alors, une espérance de vie de 24 ans, je vous rappelle, donc, c'est que vous faites la somme des âges auxquels les gens meurent dans une cohorte et vous divisez par le nombre de personnes. Ça ne veut évidemment pas du tout dire que tout le monde vit 24 ans. Ça veut dire en particulier que ce qui est déterminant, ce qui joue un rôle déterminant, c'est ceux qui vont mourir à zéro, ou pas loin de zéro. Parce que eux, leur contribution à l'espérance de vie va être nulle. Si vous avez la moitié des gens qui meurent à zéro et l'autre moitié des gens qui meurent à 48, ça vous fait 24 ans d'espérance de vie. Mais sauf que, de fait, il n'y a personne qui ne vit que jusqu'à 24 ans. Il y a la moitié de la population qui ne vit pas du tout, mais l'autre moitié devient adulte. Ben, concrètement, ce régime démographique-là, c'est pas loin d'être celui de l'ancien régime. Bon, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des pays où cette espérance de vie progresse, et relativement rapidement. C'est d'accord, c'est-à-dire que, alors qu'en France, l'espérance de vie moyenne en France, mais surtout dans les campagnes en 1740, elle est la même qu'en Angleterre au XIVe siècle et que dans l'Égypte romaine au 1er siècle après Jésus-Christ, et très vraisemblablement que en Mésopotamie au 30e siècle avant Jésus-Christ, d'accord. Ben, en fait, en Angleterre, en Suède, au Japon, au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, l'espérance de vie dépasse 30 ans et puis bientôt 40 ans. Alors avec une réduction pas absolument négligeable de la mortalité infantile, qui figure dans la deuxième colonne, mais mortalité infantile qui reste quand même à des niveaux élevés. Bon alors, concrètement quoi? Ben, concrètement, en fait, si vous voulez qu'on regarde un peu comment ça fonctionne, l'espérance de vie, et qu'on regarde un peu ce qui se joue, il faudrait juste qu'on précise deux choses. Enfin, qu'on précise des termes. Ce qui est déterminant dans l'espérance de vie, c'est ce qu'on appelle la mortalité infantile. Oui. Est-ce que cette année, l'espérance de vie a baissé ou genre, Ben, on ne sait pas encore. En général, alors, en France, vous voulez dire? Oui. À cause de la mortalité due à la Covid, vous pensez? À cause de la mortalité due à la Covid. Oui. C'est pas certain que la mortalité due à la Covid soit suffisante pour faire baisser l'espérance de vie. Parce que je pense qu'avec ce virus, les gens vivent moins longtemps. Oui, ça c'est certain que quand on meurt de maladie, on est mort. Ce que je veux dire, c'est que là, la raison pour laquelle on n'est pas certain que ça ait un impact négatif, que ce soit suffisant pour avoir un impact négatif sur l'espérance de vie, c'est que concrètement, on ne sait pas combien de vies est perdue à cause de la Covid. Je vais faire une hypothèse idiote, d'accord? Mais je vais dire que tous les gens qui meurent de la Covid, c'est les gens qui ont plus de 90 ans. Les gens qui ont plus de 90 ans, de toute façon, ils ont une espérance de vie résiduelle qui est très faible. Donc s'ils meurent de la Covid, le nombre d'années d'espérance de vie perdue est faible. Alors que si c'est des gens plus jeunes, le nombre d'années de vie potentielle perdue est plus élevé. Donc concrètement, on ne sait pas bien
de combien la surmortalité due à... D'abord, on ne sait pas très bien de combien la surmortalité due à la Covid est, parce qu'on n'est pas au bout de l'affaire. Et ensuite, on ne sait pas combien d'espérance de vie on perd par mort de la Covid. Monsieur, même ceux qui s'en sortent, leur vie elle est plutôt éphémère. Quand même pas. Elle baisse un peu. Non, mais vous avez raison, elle baisse très probablement. Mais tout ça pour dire que, concrètement, on ne connaît pas encore les faits. Donc, et pourquoi est-ce que ça pourrait ne pas suffire à faire baisser l'espérance de vie? Simplement parce que l'espérance de vie en France, elle augmente. Elle augmente tous les ans. Donc, il y a des facteurs qui font que l'espérance de vie augmente, qui sont en particulier que, dans les statistiques, concrètement, se déroulent, enfin, on voit les conséquences du fait que l'amélioration de la médecine, l'amélioration de l'hygiène, l'amélioration des soins, etc. Bon, donc la question de savoir si, cette année, l'effet de la surmortalité, dont on voit une partie, parce qu'il y a des gens qui sont effectivement morts, mais dont on ne voit pas l'autre partie, qui est quel impact ça va avoir sur la santé future des gens qui ont eu la Covid et qui ont survécu, est-ce que ça, c'est supérieur à l'augmentation d'espérance de vie qu'il va y avoir dans toutes les années où les gens qui ont eu la Covid vont continuer à être mal, vont continuer à avoir des séquelles? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais là où... Je ne dis pas que vous avez tort, je dis simplement on verra. En revanche, vous pourriez tout à fait avoir raison. Parce que, par exemple, vous savez qu'aux États-Unis, depuis 2016, l'espérance de vie baisse. Elle baisse pourquoi? Elle baisse parce que la consommation d'opiacés, qui sont donc des antidouleurs, mais qui comportent de forts effets addictifs, ce qui fait que les gens ont tendance à forcer les doses, et puis après, ça crée des accidents, ils ont des overdoses d'opiacés, d'accord? Donc la consommation d'opiacés a entraîné en 2016 72 000 décès. Et le problème, c'est que là, dans le cas des décès avec les opiacés, c'est pas des gens de 90 ans qui meurent, c'est des gens de 40 ans. Donc là, ça a un impact fort sur l'espérance de vie. Et 72 000 personnes de 40 ans qui meurent, ça fait un gros trou dans l'espérance de vie. Ce qui fait que depuis 2016, l'espérance de vie aux États-Unis baisse. Même le fast-food américain, si c'est la cause. Non, mais le fast-food, d'abord, les Américains n'ont pas découvert le fast-food hier. Le truc du fast-food, c'est que c'est des effets de beaucoup plus long terme. Alors, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il vaut mieux manger de la cuisine libanaise que de la cuisine américaine, et que du coup, si vous mangez de la cuisine libanaise ou méditerranéenne plutôt que de la cuisine américaine, vous aurez certainement une espérance de vie plus longue. Mais là, on ne parle pas de niveau d'espérance de vie, on parle de baisse. D'accord? Ou de hausse. Donc, quand on parle de variation, l'effet d'un régime alimentaire sur l'espérance de vie de toute une population, quand vous changez de régime alimentaire, l'effet il va être quand même assez lent. Voilà. Donc, si on veut étudier concrètement comment l'espérance de vie évolue, en gros, il y a quatre variables à voir. Il y a le taux de mortalité infantile, c'est la mortalité des enfants dans la première année. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les gens meurent jeunes, plus ça a un impact fort sur l'espérance de vie. Parce que concrètement, quelqu'un qui vit jusqu'à 110 ans, dans un pays où l'espérance de vie c'est 80 et quelques années comme en France, quelqu'un qui vit jusqu'à 110 ans, il va rajouter simplement 28 ans de plus, il va vivre seulement 28 ans de plus que la moyenne. Quelqu'un qui meurt à 0, en fait, il enlève 82 à la moyenne. Donc vous voyez que ce qui va être déterminant, c'est les gens qui meurent tôt. Donc c'est soit la mortalité infantile, soit la mortalité juvénile, c'est-à-dire quand on n'est plus enfant, mais entre 1 et 5 ans. Au passage, la raison pour laquelle un enfant, c'est avant 1 an, c'est que infant en latin, c'est celui qui ne parle pas. D'accord? En latin, parler, c'est fator. C'est un verbe déponent. Et donc, infant, c'est celui qui ne parle pas, donc c'est celui qui a moins d'un an. Parce qu'en général, à partir d'1 an, ça commence à causer ces petites bêtes-là. Après, donc ce que je vous avais fait, ce que je fais pour vous, et qui est sur le site, je ne sais pas si moi je vais le retrouver dans mon bazar, c'est que j'avais fait une feuille Excel pour bricoler les questions d'espérance de vie. Ouais, voilà, c'est ça. Et effectivement, il y a quatre variables dans cette feuille Excel. Et ces 4 variables, c'est le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité juvénile, le nombre de survivants, le pourcentage de survivants à 80 ans parmi la population qui était survivante à 6 ans, et puis ensuite, le taux de mortalité annuel après 80 ans. Ouais, donc ça nous permet de calculer l'espérance de vie. Donc concrètement, là, vous voyez, mes paramètres, ils me donnent une espérance de vie de 26,3. Et qu'est-ce que c'est mes paramètres? C'est que j'ai une mortalité infantile de 30%. Donc il y a 30% des enfants qui meurent la première année. Ensuite, j'ai une mortalité juvénile de 20%. Donc il y a encore 20% des survivants qui meurent entre 1 et 5 ans. Ensuite, on a une mortalité linéaire
qui est telle qu'on n'a que 11% de survivants à 80 ans, et ensuite on a un taux de mortalité qui est de 30% chaque année après 80 ans. C'est complètement arbitraire, hein. C'est simplement pour bricoler, pour voir comment évolue l'espérance de vie, juste pour vous faire comprendre qu'est-ce qui a été décisif dans l'augmentation de l'espérance de vie. Donc si on modifie le taux de mortalité après 80 ans, là je l'ai mis à 30%, mais par exemple, si au lieu qu'il soit à 30%, on le ramène à 5%, ben, ce qu'on voit, c'est que ça a un effet sur l'espérance de vie qui est assez médiocre. Ça rajoute une année d'espérance de vie. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, à 80 ans, il reste de toute façon que 11% de la population qui survivait à 6 ans, et à 6 ans, il restait déjà pratiquement que 55% de la population. Donc en fait, si vous rajoutez de la vie tout au bout de la vie, ça n'a pratiquement pas d'effet. Alors que, même si je remets ma mortalité très forte après 80 ans, dès que je baisse un tout petit peu ma mortalité infantile, je ne sais plus dans quel sens il faut, oui, c'est par là que je baisse. À chaque fois que je vais baisser ma mortalité infantile, ça va avoir un impact très fort sur l'espérance de vie, comme vous voyez. C'est-à-dire qu'en particulier, simplement en touchant à la mortalité infantile, je suis passé de 27,2 années à 37,2 années. Donc on gagne 10 ans d'espérance de vie rien qu'en faisant reculer la mortalité infantile. Et puis après, pareil, si vous faites reculer la mortalité juvénile, vous faites progresser rapidement l'espérance de vie. Et puis alors, si vous voulez continuer à faire progresser l'espérance de vie, là, il faut vous attaquer, pour le coup, à tout le reste de la vie. Et c'est fatalement beaucoup plus cher de s'occuper de tout le reste de la vie que simplement des premières années. Voilà. Bon, et puis après, si vous voulez arriver à une espérance de vie comparable à la nôtre, il faut avoir un profil un peu comme celui-là. Voilà. Bon, donc ça, la feuille, elle est sur le site. Mais qu'est-ce que je voulais vous raconter avec ça? Je voulais vous raconter en gros que... Alors ce qui est certain, c'est que l'espérance de vie augmente massivement en Europe. On l'a vu d'abord dans les pays d'Europe du Nord, d'ailleurs d'abord en Suède, pour dire les choses clairement. Alors en Suède, on est super renseigné parce qu'en Suède, ils ont des démographes en béton armé, en particulier un mec qui s'appelle Wargentine, qui a été le premier à faire vraiment des tables de mortalité de top qualité, dans la mesure où, en fait, ils ont des registres d'état civil qui sont systématiques. C'est-à-dire que tous les enfants qui naissent sont écrits dans un registre depuis le milieu du XVIIIe siècle, et on sait quand ils sont nés, on sait quand ils sont morts. Donc pour faire des tables de mortalité, c'est le top. Et ça, c'est l'administration nationale qui fait ça. Bon, alors qu'en France, c'est les registres paroissiaux sur lesquels on met les gens qui naissent, mais ensuite, s'ils ont le mauvais goût d'aller mourir ailleurs, ils ne sont pas dans le registre paroissial, donc du coup, on sait à quel âge ils sont nés. On sait qu'ils sont morts, mais seulement s'ils sont morts dans la paroisse où ils étaient nés. Enfin, bon, en Suède, c'est mieux organisé. En Suisse aussi, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a les espérances de vie par âge, les espérances de vie à la naissance, par pays. Et donc, on voit que on était à 24 ans en 1750 en France, on est à 37 ans en 1820, 47 ans en 1900, 65 ans en 1950. Et donc, concrètement, la grosse augmentation de l'espérance de vie. Alors, après, on peut prendre d'autres exemples, bien sûr. Vous voyez l'Italie, par exemple, 43 ans en 1900, 66 ans en 1950. L'Espagne, 35 ans en 1900, 62 ans en 1950. Donc l'Espagne, en 1900, ils n'étaient plus tout à fait à l'époque de la révolution paléolithique, mais leur espérance de vie avait augmenté de seulement 10 ans, alors qu'il y avait encore 45 ans à gagner pour arriver là où ils en sont. Donc ceci pour vous dire que même s'il y a évidemment un progrès de l'espérance de vie qui se fait d'abord dans les pays du nord de l'Europe, et puis dans toute l'Europe. Alors, dans les pays du nord de l'Europe, c'est dès le 17e en Angleterre, dès le 18e, c'est sensible dans toute l'Europe du Nord. Et puis au cours du 19e, ça se diffuse dans l'Europe du Sud. Mais ça, on parle de 10 ans d'augmentation de l'espérance de vie. Ensuite, la vraie augmentation forte et visible de l'espérance de vie, dans toute l'Europe, c'est à partir de 1900 seulement. C'est vachement tard, en fait. C'était il y a 100 ans. C'est-à-dire que, quand on y pense, il y a 100 ans, l'espérance de vie ici, c'était encore 45 ans, entre 45 et 50 ans. Alors, encore une fois, une espérance de vie entre 45 et 50 ans, ça ne veut pas dire que les gens meurent à 50 ans. Ça veut dire qu'on a dit, là, si on est comme ça, on a à peu près le profil qu'on connaît nous, et si on augmente la mortalité infantile, vous voyez qu'on
on retombe facilement sur une espérance de vie d'une cinquantaine d'années, avec en fait le même profil de survie que le nôtre, mais une mortalité infantile très forte. Bon, en fait, il ne faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire que concrètement, les gens, en 1900, c'est pas tu as une chance sur 3 de mourir dans les 3 jours et après tu vis jusqu'à 90 ans. Mais ce que je veux dire, c'est quand même que quand on voit 45 ans d'espérance de vie, on a vraiment l'impression que les gens vivaient 2 fois moins. En fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que concrètement, la vie avant les années 50, c'est une très grosse probabilité de mourir autour de la naissance, et puis ensuite une pente qui est plus rapide que celle qu'on connaît, enfin qui est quand même pas vertigineuse, tout le monde n'est pas mort à 45 ans. Mais concrètement, on meurt beaucoup à la naissance, autour de la naissance, et puis après on meurt tout au long de la vie. Ce qui se passe pour nous, comme vous le savez, et c'est d'ailleurs pour ça que la mort d'une personne jeune, relativement jeune et tragique, c'est que nous on est arrivé à une époque où il y a pratiquement 0 mort avant les grands âges. Alors évidemment, il y a les accidents de voiture, il y a le Covid, il y a les accidents d'avion, il y a les accidents de parachute, il y a j'ai sauté le Tolbiac pour voir comment ça faisait. Oh, heureusement, vous êtes parti au dernier étage. Enfin, bref, je ne sais pas quoi. D'accord, il reste des morts tragiques. Mais concrètement, aujourd'hui, quelqu'un qui meurt avant 75 ans, on a le sentiment que c'est une injustice. Enfin, j'entends en France, il y a des pays où malheureusement on n'a pas ce luxe-là. Aujourd'hui, quelqu'un qui meurt avant 75 ans, ça paraît tout simplement une injustice. Bon, en 1900, quelqu'un qui meurt avant 75 ans, c'est normal, d'accord ? Avant 1900, quelqu'un qui vit au-delà de 60 ans, non seulement jusqu'en 1900, mais même jusqu'en 1950, quelqu'un qui vit au-delà de 75 ans, c'est quelqu'un qui a une chance extraordinaire, qui a eu la chance extraordinaire de pouvoir traverser un siècle et d'arriver à un âge où on n'a plus besoin de travailler et on est respecté de tout le monde parce que justement, on est un témoin extraordinaire d'une chance considérable. Bon, aujourd'hui, c'est devenu la norme. Question, comment c'est devenu la norme ? Alors, on l'a dit, le premier truc, c'est qu'il faut réduire la mortalité infantile. C'est vraiment ça qui est absolument nécessaire. Comment est-ce qu'on réduit la mortalité infantile ? Oui, alors, non, déjà, il y a un truc encore plus de base, c'est qu'il faut se laver les mains quand on accouche les femmes. Je sais que ça paraît absurde, mais le premier qui a exigé que les médecins se lavent les mains, alors se lavent les mains, pas comme on le fait nous, hein, pas 30 secondes avec du savon, d'accord, mais lavage des mains au lait chaud pour désinfection complète. Le premier qui l'a fait, c'est un médecin autrichien qui s'appelle Semmelweis, 1849. Il a montré qu'en faisant ça, il réduisait la mortalité pendant l'accouchement, la mortalité en couche des femmes, d'un tiers. Ça a été une bagarre impossible, parce que les médecins disaient, attendez, vous voulez dire qu'on a les mains sales, peut-être ? Non, c'est pas le sujet, c'est qu'il faut avoir les mains aseptiques, il faut qu'il n'y ait plus un seul microbe. Ouais, c'est ça, mais pour qui vous prenez, mon ami ? Et donc, il y a eu une polémique dans tout le reste de l'Europe pour savoir s'il fallait ou non se laver les main, c'est-à-dire s'il fallait exiger des médecins des protocoles, s'il fallait les forcer à se laver les mains ou pas. 1849, s'il y a un problème, c'est qu'on ne sait toujours pas pourquoi les gens tombent malades. C'est-à-dire, le microbe, on ne sait pas encore ce que c'est en 1849. C'est trop petit pour les microscopes. Et donc, l'une des thèses répandues dans la médecine en 1849, c'est soit qu'il y a des trucs qui apparaissent tout seuls, c'est ce qu'on appelle la génération spontanée, soit que c'est les gaz qui sont toxiques. Raison pour laquelle, quand vous voyez les médecins de la peste à Venise, ils ont ces masques avec des longs nez. Et dans les longs nez, qu'est-ce qu'ils mettent ? Des clous de girofle et du poivre, parce que ça tue les miasmes. Bon, il apparaît que ce n'était pas très efficace, parce que maintenant on sait que la peste, c'est des puces qui vous injectent une bactérie qui s'appelle le bacille de Yersin. Bon, et donc c'est une bactérie, et les bactéries, on sait comment ça se combat avec des antibiotiques, et dans le cas de la peste, c'est le sulfamide, ça marche très bien. Et les sulfamides, c'est découvert en 1928, par un pharmacien français qui s'appelle Ernest Fourneau, ce dont vous n'avez rien à faire, et ça tombe bien. Mais c'est pour vous dire, numéro 1, l'hygiène. C'est le truc absolument fondamental pour limiter les progressions des maladies. Avant la vaccination, d'abord c'est beaucoup plus simple, ensuite c'est beaucoup moins cher, et en fait c'est vachement efficace. Et le truc fantastique qu'on va découvrir, et c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas sûr que l'espérance de vie baisse cette année, monsieur, c'est que si tout le monde se lave les mains cet hiver, on va avoir beaucoup moins de cas de grippe et de gastro-entérite. Alors évidemment, pour vous, le grippe et le gastro-entérite, c'est une blague. Mais en revanche, les gens de 80 ans qui ne mourront pas du grippe et du gastro-entérite cet hiver, et l'hiver prochain. Enfin bon, si vous voulez, si tout le monde se lave les mains, on va avoir beaucoup moins de morts. Et donc on va peut-être avoir plus de morts de la Covid, mais on va avoir moins de morts pour d'autres raisons. C'est pour ça que je vous dis, on ne sait pas en fait. Voilà. Donc le premier truc, c'est l'hygiène. Le deuxième truc, ça va être effectivement
Une prophylaxie, alors l'hygiène ça fait partie de la prophylaxie. La prophylaxie ça veut dire tout ce qui permet d'éviter qu'on attrape les maladies. Bon alors ça peut être des mesures de quarantaine de santé publique, c'est pas terrible, mais ça va être effectivement la vaccination. La vaccination qui va commencer avec... voilà, le premier vaccin qu'on va mettre au point, c'est Pasteur qui nous prouve le vaccin contre la rage. Mais évidemment le vaccin contre la rage, on ne vaccine pas tout le monde contre la rage. Parce que, comme vous le savez, le vaccin contre la rage, il a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il est extrêmement douloureux, et donc c'est pas un vaccin simple. Le deuxième, c'est qu'en fait, il ne procure qu'une immunité limitée pour une maladie qui, de toute façon, n'est pas courante. Parce que vous ne risquez pas d'attraper la rage. Enfin, à moins qu'il y ait quelqu'un dans l'amphi qui ait la rage, mais on s'en serait rendu compte. Bon, en revanche, à la campagne, ça pose un problème. La rage, c'est que comme ça se transmet d'un animal à un autre, comme vous le savez, les animaux qui ont attrapé la rage deviennent agressifs. Et une vache qui se fait mordre par un renard qui a la rage, elle va mordre des humains. D'où l'expression une vache enragée. Moi j'ai vu des vaches enragées, c'est spectaculaire de voir une vache courser quelqu'un pour le souffler. C'est inhabituel, mais n'empêche que ça arrive. Le problème, c'est que là. Alors, je vais finir avec mes histoires de la campagne. Une vraie histoire de la campagne. Mon grand-père me racontait, il était né en 1910, que son premier souvenir, c'était pendant la guerre de 14, c'était que l'idiot du village avait attrapé la rage parce qu'il s'était fait mort par une vache, et qu'il ne restait plus au village comme homme que cet idiot du village et le curé. Tous les autres hommes étaient partis à la guerre, et puis les petits garçons. Et donc s'est posé la question de savoir ce qu'on faisait avec l'idiot du village qui avait la rage. Il n'y avait pas de médecin, on n'allait évidemment pas les faire vacciner le type. Donc le curé a dit aux femmes, a réuni les femmes du village en leur disant, ben voilà, il faudrait tuer l'idiot, parce que sinon il va vous mordre, vous allez tout attraper la rage, on va tous mourir de la rage. Comme moi je suis un homme d'église, je vais évidemment pas tuer ce pauvre homme, donc c'est à vous de le tuer. Ça veut dire il y a un siècle. Ce récit m'a toujours enchanté en me disant, on est quand même assez loin en fait, aujourd'hui. L'idée que je vous réunisse là en vous disant, bon écoutez, le professeur de mathématiques a la rage, donc il va falloir le tuer. Moi, vous savez, comme c'est un de mes collègues, ça m'ennuie de le tuer. En fait, après, je ferai des cauchemars. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir le tuer afin de nous protéger collectivement. Enfin, une histoire comme ça, vous dites, mais de quoi on parle? Eh bien, on parle de la vie dans les campagnes françaises, il y a un siècle. Voilà. Bon, c'est donc vous dire qu'en 1915, la grande divergence n'était pas totalement terminée. Mais, donc concrètement, les progrès de la maladie, de la médecine, c'est 1, l'hygiène. Vous l'avez dit, 2, la vaccination. 3, les antibiotiques. Bon, et puis alors, quand vous faites ça, vous en êtes déjà à 70 ans d'espérance de vie. Et alors après, vous vous retrouvez dans une situation particulièrement amusante. Alors, évidemment, la difficulté, c'est ensuite de mettre ça à portée de tout le monde, et donc il faut à un moment donné faire un truc comme la sécurité sociale. Et vous vous retrouvez à avoir une situation où... Alors, moi, ça, c'est plus une histoire de mon grand-père, c'est une histoire de mon oncle. Mon oncle qui était médecin me disait... tu sais, quand j'ai fait mon externat, on rentrait à l'hôpital pour y mourir. Maintenant, on rentre à l'hôpital pour y guérir. Donc, il avait fait son externat dans l'après-guerre. Alors, c'était certes au siècle dernier, enfin, c'était pas il y a 1 million d'années. Et donc, de fait, l'hôpital n'était pas un truc où on soignait les gens. L'hôpital était un truc où on emmenait les gens quand on ne savait plus quoi faire. Et on savait très bien que ça n'allait pas bien se passer. C'était absolument miraculeux de sortir guéri de l'hôpital. C'était aussi une époque où les femmes accouchaient chez elles. Enfin, bref. Donc, ceci pour vous dire que maintenant que les femmes accouchent à l'hôpital, que les médecins se lavent les mains, qu'on est dans des salles stériles, que les instruments sont stérilisés aussi, que s'il y a un pépin, il y a du matériel pour réanimer l'enfant, et que s'il y a des infections, on peut donner des antibiotiques, effectivement, ça va beaucoup mieux. Mais alors, résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Au lieu qu'on ait de la mortalité tout au long de la vie, on se retrouve avec des maladies d'usure. Des cancers, vous savez, c'est en général, c'est des maladies d'usure, pas dans le sens où ça s'use, mais dans le sens où vous accumulez des trucs, et puis vous accumulez des cellules qui ont malignes, enfin qui évoluent de manière bizarre, perverse, et quand il y en a un certain nombre, ça finit par développer une tumeur, et voilà. Mais c'est beaucoup plus fréquent d'avoir un cancer à 80 ans qu'à 0. Parce que, par exemple, ça dépend de l'exposition aux rayons solaires, ou à des substances carcinogènes, cancérigènes, et ça, c'est une question de durée d'exposition. Donc, plus vous vivez longtemps, plus vous avez de chances d'avoir un cancer. Plus vous vivez longtemps, plus vous avez de chances d'avoir plein de maladies, parce qu'en fait, profitez-en, hein, mais après, vous allez voir tout se déglingue. Et puis, le problème, c'est que le service après-vente ne répond pas. Vous pouvez tout lever, on ne viendra pas vous changer les pièces. Bon, alors, on s'est organisé entre nous pour changer un certain nombre de trucs quand ça ne va vraiment pas. Si vous avez le cœur qui ne marche pas, on va en mettre un, mais ça marche quand même moins bien un cœur d'occasion. Bref,
on se retrouve avec, au début, c'est très simple de faire progresser l'espérance de vie. C'est très simple de continuer à la faire progresser en se lavant les mains. Mais après, ça devient très compliqué, parce que de fait, la machine, on arrive aux limites du truc, et donc on peut dire que dans l'augmentation de l'espérance de vie, il y a quelque chose comme des rendements décroissants. C'est-à-dire que c'est de plus en plus cher de gagner la même durée d'espérance de vie. Donc concrètement, si vous voulez vivre longtemps sans que ça vous coûte cher, lavez-vous les mains. Voilà. Bon, et ceci pour dire en fait que au terme de cette, enfin non pas au terme de la grande divergence, mais dans un temps qui suit quand même de plus de 100 ans la grande divergence, on se retrouve à avoir des progrès considérables de l'espérance de vie en Europe. D'abord grâce au progrès de l'hygiène, et ça l'hygiène c'est un truc qui s'apprend à l'école. Et puis ensuite grâce au progrès de la médecine, c'est-à-dire la médecine thérapeutique, enfin le fait de soigner les gens, de les opérer. Mais là c'est beaucoup plus coûteux parce que ce qu'il faut faire c'est mettre en place un système de sécurité sociale. D'accord ? Donc de fait, c'est beaucoup moins coûteux de se laver les mains que d'avoir un réseau d'hôpitaux, c'est beaucoup moins coûteux d'avoir un réseau d'hôpitaux que d'avoir des firmes pharmaceutiques qui vont développer des antibiotiques, et des médecins qui vont les prescrire, des pharmaciens qui vont les distribuer à tout le monde. C'est de plus en plus cher de faire les choses. Et puis c'est encore plus cher de traiter tout le monde contre les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. Parce que c'est des traitements qui sont extrêmement coûteux. Bon, donc rendement décroissant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, hein, mais ça explique simplement pourquoi on ne peut plus faire progresser l'espérance de vie de... Alors, vous vous rendez compte, entre 1900 et 1950, en 50 ans, l'espérance de vie a progressé de 18 ans. Dans les 50 années suivantes, elle a encore progressé de 13 ans. Moi, je vous garantis qu'en 2050, l'espérance de vie en France, ce ne sera pas 91 ans. Il paraît difficile que ça continue à progresser aussi vite. Voilà. Bon, néanmoins, ce qu'on vient de voir, quand même, c'est que si on veut caractériser la grande divergence, on a des signes caractéristiques qui sont très marqués. L'augmentation du PIB par tête, en particulier à partir du milieu du XVIIIe siècle en Europe. Mais il faut quand même faire attention au fait que cette augmentation du PIB par tête, elle peut être due localement à une augmentation de la productivité du travail qui serait liée, par exemple, à un accident démographique fort. Bon, évidemment, pour que la productivité du travail augmente vraiment, il faut quand même qu'il y ait un commerce extérieur qui permet une amélioration, qui permet en gros que cette productivité du travail soit valorisée. D'accord ? Mais il ne faut pas confondre augmentation de la productivité du travail suite à un choc exogène et grande divergence. L'exemple italien nous l'a montré. En revanche, donc dans les caractérisations de la grande divergence, il y a une augmentation du PIB par tête durable continuée pendant plusieurs centaines d'années. Et puis, il y a une augmentation de l'espérance de vie durable et importante, mais qui n'apparaît pas, enfin, qui est, si vous voulez, un peu de la même manière que on a vu une augmentation du PIB par tête qui est lente au début, et puis qui se renforce. Mais de la même manière, la progression de l'espérance de vie, elle est quand même très lente tout au long du XVIIIe siècle, et elle se manifeste vraiment au cours du XXe siècle. Enfin, elle se manifeste rapidement au cours du XXe siècle. Du coup, la grande divergence, c'est un mouvement souterrain qui ne touche pratiquement que les villes au XIVe, XVe, XVIe siècle. À partir du XVIIIe, un truc qui irrigue quand même à peu près toute l'Europe de l'Ouest. Et à partir du XXe siècle, et donc ça se voit sur le PIB par tête, et à partir du XXe siècle, un impact puissant sur l'espérance de vie, alors qu'il était encore limité au XVIIIe et XIXe. Bon, la question c'est pourquoi est-ce que tout ça, ça arrive ? Alors, inutile de vous dire que s'il y avait une réponse qui tenait en une phrase, ce n'est pas la peine de vous casser les pieds pendant 26 heures. On dirait, c'est parce que achetez Ariel, mangez-en, et puis vous allez voir, votre PIB par tête va être multiplié par 50. Non, c'est un phénomène un peu plus compliqué. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'il y a une révolution technique. Cette révolution technique, elle a des causes, et elle va entraîner des transformations sociales. En effet, la révolution technique, ce qui va être important, c'est de comprendre que la révolution technique toute seule, ça ne suffit pas à transformer une société. Et d'ailleurs, on se donnera un contre-exemple, on verra une société où la révolution technique a eu lieu, mais elle n'a pas transformé la société, et donc ça n'a pas donné... le pays qui en a été le siège n'a pas été du bon côté de la grande divergence. Bon, alors de quelle révolution technique est-ce qu'on parle ? Ça tombe bien, je suis arrivé au bout de mes pages, et je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite, à vrai dire, donc du coup, je ne sais pas où j'en suis, mais je vais retrouver mon affaire, ne vous inquiétez pas. Pardon.
Alors, oui, pour ce qui est de la révolution technique, je ne sais pas par où je commence en fait. Est-ce que je commence par ce texte-là ou est-ce que je vous montre mes transparents? Parce que le truc qui est marrant, qui est un peu plus animé, ce sont les transparents. Donc, où est-ce que j'ai mis ces fichus transparents? C'est là. Voilà, donc ce machin dont je vais vous parler, c'est bien sûr la révolution industrielle. Je vais essayer de caractériser ça en images, dans le temps qui nous reste. Donc cette révolution industrielle, j'ai un problème, j'ai plus mon curseur. Donc si on devait vous demander qu'est-ce qui est un symbole de la révolution industrielle, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que c'est pour vous le symbole de la révolution industrielle? Le charbon. Alors, vous avez raison, c'est un symbole de la révolution industrielle, mais c'est un symbole de la révolution industrielle parce que ça sert à quoi? Oui. Donc est-ce que c'est pas plutôt la machine à vapeur, le symbole de la révolution industrielle? Sans être parfaitement désagréable. Parce que le charbon, on peut en faire des barbecues, d'accord, donc c'est pas tellement la révolution industrielle. On peut aussi faire du fer avec, et ça peut aussi être un symbole de la révolution industrielle dans cette mesure-là. Mais en gros, le symbole de la révolution industrielle, c'est plutôt la machine à vapeur. Bon. Donc, au passage, on va se demander qu'est-ce que c'est qu'une machine à vapeur, à quoi ça sert, et comment ça s'insère dans l'histoire des techniques, et puis pourquoi ça apparaît au Royaume-Uni. D'accord ? Donc exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire on va regarder concrètement qu'est-ce que c'est cette révolution technique, on va regarder les causes, et on va regarder comment ça transforme la société. Parce que une révolution technique où vous inventez un machin... Alors, je vais vous donner un exemple de révolution technique qui ne transforme pas la société. Quand vous allez en Italie du Sud, par exemple au palais royal de Caserta, Caserta c'est une ville à une trentaine de kilomètres de Naples, où Charles III a fait construire un immense palais. Charles III, c'est un type qui a d'abord été roi de Naples, et puis ensuite il est devenu roi d'Espagne. Puisque, en fait, le royaume de Naples était appartenait à la couronne d'Espagne, et donc le roi d'Espagne pouvait décider de mettre son fils à s'exercer à Naples avant d'occuper des fonctions pour l'ensemble pour la maison mère. Vous occupez de la filiale, hein, c'est comme chez les marchands, vous commencez par être Chief Financial Officer de la filiale avant de devenir CEO du groupe. Bon. Et donc, Carlos III, à Naples, il a fait construire un palais remarquable qui est le palais de Caserta, qui vaut absolument la visite. Alors c'est très intéressant parce qu'en particulier, on vous montre qu'à Caserta, à la fin du 18e, il y avait un parc d'attractions, enfin non, je vais dire plutôt au milieu du 19e, il y avait un parc d'attractions, dont les attractions fonctionnaient à l'aide d'une machine à vapeur. Alors quand je dis il y a des attractions, c'est-à-dire qu'il y avait un manège, il y avait un petit train, il y avait un bateau à vapeur sur un canal. Enfin, c'était Disneyland du 19e siècle, d'accord, le tout entraîné par des machines à vapeur. Et alors, le conservateur du musée qui a mis en place cette exposition explique, vous voyez, c'était formidable, le royaume de Naples, parce qu'il y avait des machines à vapeur, il y avait des bateaux à vapeur, il y avait des trains à vapeur, tout ça bien avant l'Italie du Nord. Ouais, sauf que, côté transformation de la société, la différence, c'est que la machine à vapeur en Italie du Nord, elle sert à faire des trains qui vont transporter des voyageurs et des marchandises, des bateaux qui vont transporter des voyageurs et des marchandises. Bref, il y a un modèle économique pour que ça marche. La machine à vapeur en Italie du Sud, c'est le roi qui se l'achète pour faire mumuse dans son jardin. C'est pas exactement le même potentiel de transformation de la société. Donc là, à travers cet exemple, on voit quand même que la question de la technologie, c'est pas juste moi j'ai un moteur qui fait 3000 chevaux, d'accord, oui d'accord, mais qu'est-ce que tu fais avec? Et de ce point de vue-là, ce qui est important à la machine à vapeur, c'est à la fois que ce soit une machine à vapeur et donc elle constitue une avancée technologique, mais surtout qu'elle va transformer l'organisation sociale parce qu'on va utiliser cette machine à vapeur pour produire de manière beaucoup plus productive. Bon, alors c'est quoi la machine à vapeur? Eh bien, figurez-vous que c'est une machine avec de la vapeur. Bon, alors en fait, quand vous regardez les choses en détail, il y a au moins 4 machines à vapeur. Bon, alors il y a ce qu'on appelle la machine à vapeur de Papin, mais en fait c'est une blague. La machine à vapeur de Papin, c'est une cocotte minute. Papin, c'était un inventeur français, il a inventé la cocotte minute, et il y a de la vapeur dans une cocotte minute, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé une cocotte minute dans
dans votre vie, mais concrètement, c'est un fait tout que vous pouvez fermer hermétiquement. Quand vous chauffez, l'eau se vaporise et ça augmente la pression, ça augmente la puissance de cuisson, de telle sorte que Denis Papin pouvait en particulier cuire les os des animaux. Et ça, à une époque où on n'avait rien à bouffer, cuire les os pour en faire des protéines consommables, c'était évidemment un truc formidable. Mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. En particulier parce qu'avec des os, on ne fait pas de la bonne choucroute, mais aussi parce que ça n'a rien à voir avec notre affaire de machine à vapeur. Alors, il y a une deuxième machine à vapeur, c'est la machine à vapeur de Thomas Savery, qui est à peu près contemporaine de celle de Denis Papin. Ça ne marche pas. Concrètement, c'est une espèce de grosse cocotte minute qui est censée faire quelque chose, mais ça ne marche pas bien. Donc on n'en parle pas. La première qui commence à être vraiment utilisée, c'est la machine à vapeur de Newcomen, qui a été mise au point en 1912, mais elle n'est pas très efficace. Elle n'est pas très efficace parce qu'elle permet juste un mouvement de balancement, et elle n'est pas très efficace en termes de consommation énergétique. Comment est-ce qu'elle marche? Eh bien, elle marche de la manière suivante. Ce que vous voyez là, c'est que vous avez un feu, et ce feu, il est sous une bonbonne en cuivre dans laquelle il y a de la flotte. Donc quand vous chauffez de l'eau, ça fait de la vapeur. D'où le nom de machine à vapeur. Jusque-là, on est en terrain connu, il n'y a rien d'étonnant. Ensuite, cette vapeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va remplir un cylindre. Et en remplissant ce cylindre, elle va pousser, comme vous le voyez, elle va pousser en fait, pardon, je vais y arriver, oui. Elle va pousser en fait ce balancier là, et ce balancier, ce qu'il fait, c'est qu'il actionne une pompe. Et donc en fait, alors là, une fois qu'on a poussé le balancier, on n'a pas fait grand-chose, mais dans un second temps, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le réservoir d'eau qui va se déclencher, c'est-à-dire quand le piston va arriver en haut du cylindre, il y a un mécanisme qui va déclencher le fait qu'il va y avoir de l'eau qui va être envoyée dans le cylindre, par le dessus en fait, et ça va à la fois peser sur le piston et refroidir la vapeur, qui va la dégonfler complètement, et du coup le piston va redescendre dans le cylindre, et du coup on a un mouvement moteur, parce que la vapeur pousse le piston, et puis quand vous mettez de l'eau, ça refroidit la vapeur, ça la comprime, et puis il y a le poids de l'eau en plus, et hop, le piston redescend. Et donc on a un mouvement alternatif comme ça, qui est lent. Il est lent parce que quand vous refroidissez le cylindre, ça condense la vapeur, et il va falloir un certain temps pour que la pression de vapeur dans la cocotte là, soit suffisamment forte pour relever à nouveau le piston. Bon, et donc, ce mouvement de balancier, il va actionner une pompe, et cette pompe, elle va servir à quoi? Elle va servir à pomper l'eau qui est dans une mine de charbon. En fait, l'idée de Newcomen, c'est... Bon, les mines de charbon, enfin les mines en général, ça a tendance à se remplir d'eau. Pourquoi? Parce que les mines, c'est sous terre, et donc par gravité, l'eau qui passe à travers les terrains, elle se trouve dans les mines. Or, c'est pas très pratique pour les mineurs de travailler dans l'eau, puis c'est même assez insalubre. C'est pas très pratique, surtout qu'une fois que les galeries sont complètement inondées, vous ne pouvez rien faire. Mais en plus, il se trouve que, on va dire, jusqu'à ce qu'on ait vraiment découvert les microbes, en fait, depuis l'Antiquité, il y a une croyance que l'eau, c'est malsain. Parce que dans l'eau, les infections, ça vient de l'eau. Ça vient de l'eau. Alors, c'est pas absolument faux. C'est-à-dire que si vous vous coupez avec un vase qui se casse, l'eau des fleurs, c'est un bouillon de culture. Ça, d'accord. Il vaut mieux vous désinfecter, et bien. Mais le truc, ça vient surtout du fait que comme on ne sait pas reconnaître les micro-organismes, donc quand on ne sait pas quand une eau est propre et quand elle est sale, ce qui est le principal problème de l'eau, bah de fait, l'eau n'inspire pas confiance. Si je peux encore vous parler de mon grand-père, mais c'est encore une anecdote qui me paraît éclairante. Mon grand-père ne buvait jamais d'eau. Pas seulement parce qu'il était alcoolique. Le fait qu'il soit alcoolique était le produit du fait de ne jamais boire d'eau. Mais surtout parce qu'on lui avait appris à ne jamais boire d'eau. Justement parce qu'il fallait se méfier de l'eau, parce qu'on ne voyait pas si l'eau était propre. Alors, évidemment, pour nous qui ouvrons le robinet, la question ne se pose même pas. L'eau qu'on a au robinet, elle est buvable. Enfin, méfiez-vous, elle n'est pas buvable dans tous les pays. Mais sauf que mon grand-père, l'eau du robinet buvable, il l'a eu à 40 ans maintenant. C'est-à-dire qu'avant, il ne l'avait pas. Et alors, on peut encore changer ses habitudes à 40 ans, surtout pour diminuer sa consommation de pastis. Mais bon, visiblement, il avait fait un choix différent. J'en reviens à la machine de Newcomen. Il y a de la flotte dans les mines. Vous avez du charbon. Newcomen propose à tous les exploitants des mines une machine qui est telle qu'elle fonctionne pratiquement toute seule, à pouvoir actionner une pompe pour vider la mine. C'est plutôt un bon plan. Ça me fait penser qu'il faut que je termine à 11h moins 5. On est bientôt. À midi moins 5, pardon. Donc en fait, Newcomen invente une première machine à vapeur.
Le problème, c'est que son rendement est faible, parce qu'elle est très lente, donc elle ne pompe pas beaucoup. Et puis en plus, le mécanisme de refroidissement du cylindre, etc., n'est pas très fiable. Bon, donc, historiquement, il y a une machine à vapeur qui marche dès le début du 18e, mais son rendement n'est pas suffisant pour être vraiment la cause, ou même le moteur au sens propre de la révolution industrielle. Donc le moteur de la révolution industrielle, ce sera pour la semaine prochaine. Merci de votre attention, bonne semaine, et à bientôt pour la suite de l'histoire.